Après avoir révisité 2022 sous le prisme de la sécurité, un autre prisme à présent, celui politique, le militaire au palais, les partis interdits de tout activisme débordant, nous le disions, invités, reportage pour décrypter tout cela. Nous allons d'abord installer la partie politique avec un reportage et c'est maintenant. Le premier acte politique majeur de l'année 2022 aura été le coup d'État opéré contre le président Roch-Marc Christian Kaboré qui a entamé il y a à peine un an son second et dernier mandat. En effet, le 23 janvier 2022, des bruits de bottes se sont invités dans la marche de la démocratie burkinabé à travers des tirs qui ont éclaté au camp Sangoulé-Lamizana, à la base aérienne et au camp général Babassi. Ce qui au départ a semblé être une mutinerie ordinaire des soldats pour des revendications corporatrices s'est révélé être un coup d'État, même si le ministre de la Défense d'alors, le général Barthélemy Tiemporé, dira au Burkinabé droit dans les yeux ne pas savoir qui tire et pour quelle raison. Mais très vite, les choses se précisent et le 8e coup d'État du Burkina Faso sera officiellement annoncé le 24 janvier 2022 après une démission forcée du président Kaboré. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, prend le pouvoir et proclame une semaine après l'acte fondamental de son existence. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba préside désormais aux destinées du pays des hommes intègres. Après avoir été investi le 16 février devant le Conseil constitutionnel au mépris des dispositions constitutionnelles, le lieutenant-colonel va porter officiellement les attributs de grand maître des ordres burkinabés le 2 mars au lendemain de l'adoption d'une charte de la transition. Le nouveau président du Faso promet de faire respecter la Constitution. Ce coup d'État est intervenu sur fond de manifestations de rue pour dénoncer les résultats jugés catastrophiques au front, n'a pas connu de résistance particulière ni de réaction en tant que telle, sauf les condamnations de principe. Car même au sein du MPP, c'était un silence total. Dans la foulée, l'ancien président Kaboré est assigné en résidence surveillée sous bonne protection des forces spéciales. Et même quand il a été reconduit à son domicile personnel, un étau resserré s'est verrouillé autour de sa personne. Il a fallu attendre l'élan de la réconciliation événementielle engagée par Damiba pour voir les conditions du président Kaboré s'améliorer jusqu'à sa libération totale. Parce qu'à la surprise générale des Burkinabés, le 21 juin, les anciens présidents Kaboré et Jean-Baptiste Ouédraogo ont été invités pour apporter des conseils et des suggestions pour mieux diriger le Burkina. Une démarche mal ficelée car la vraie raison d'une telle rencontre était de préparer le retour de Blaise Compaoré au Burkina Faso au mépris de sa condamnation devant la justice burkinabé. Parce que le 7 juillet, effectivement, l'ex-locataire du palais présidentiel de Kossiam a regagné Ouagadougou 8 ans après avoir été chassé du pouvoir. Le président Kaboré, aidé par ses partisans, refuse de prendre part à cette rencontre controversée et vécue par les défenseurs des droits humains comme une prime à l'impunité. Blaise Compaoré ayant été condamné à vie dans le dossier Thomas Sankara. Le Blaiseau, comme l'appellent ses partisans, est apparu d'ailleurs le regard hagard, vide, paraissant étranger et insensible à ce qui se déroulait autour de lui ce jour-là. C'est finalement le 26 juillet que par la voix du porte-parole du gouvernement burkinabé Lionel Bilgo, une lettre de Blaise Compaoré sera lue en présence de sa fille. Dans cette lettre, l'enfant terrible de Zignaré dit demander pardon en ces termes. Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère et plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara, et d'ajouter ensuite, je cite, j'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et les drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leur famille de m'accorder leur pardon. Fin de citation. Sur le terrain, alors que la situation s'enlise, le clan Damiba affirme sans trop convaincre que l'armée monte en puissance. Et 5 mois après sa prise de pouvoir, le lieutenant-colonel qui avait promis un bilan pour la reconquête du territoire national a adressé au Burkinabé beaucoup plus un cours d'histoire et de partage de responsabilités plutôt qu'un discours bilan. Un rendez-vous qui ne verra pas le jour puisque l'armée a de nouveau renversé le pouvoir. Le vendredi 30 septembre, à la fin d'une journée masquée par une série de mutineries dans les casernes,
Damiba sera à son tour renversé et le commando s'enfuit à Lomé, la capitale du Togo voisin. Désormais, un jeune capitaine de 34 ans du nom de Ibrahim Traoré prend le pouvoir, toujours sous l'égide du MPSR. Ce dernier prête serment devant le Conseil constitutionnel le 21 octobre en qualité de président de la transition. Autre actualité politique au Burkina Faso qui a marqué cette année 2022 est la nouvelle vague de démissions au sein de l'ex-parti au pouvoir, le MPP. D'abord, un premier groupe de 46 cadres du bureau politique national conduit par l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Abdoulaye Mossi, le 23 mars, ont claqué la porte avec des transfuges d'autres partis pour créer le Parti panafricain pour le salut, le PPS. Et le 22 septembre, 115 autres membres du bureau politique national du même MPP ont démissionné. Parmi les démissionnaires figurent Alpha Bari, l'ancien ministre des Affaires étrangères, et Bachir Ismaël Ouedraogo, l'ancien ministre en charge de l'énergie. Et jusqu'à ce jour, la création officielle de leur parti a annoncé se faire attendre. Les querelles intestines qui ont divisé le Congrès pour la démocratie et le progrès de Blaise Compaoré ont aussi largement alimenté l'actualité politique de 2022 au Burkina Faso. Entre communiqués, conférences de presse interposées ou sorties médiatiques tonitruantes, l'aile dite historique conduite par Achille Tapsoba et l'autre tendance dirigée par l'homme d'affaires Idi Komboego se réclamant de l'aile futuriste se livre une véritable bataille rangée sur fond d'ailleurs de règlement judiciaire. Et même là, l'ancien médiateur des conflits en Afrique de l'Ouest, Blaise Compaoré, n'a pas pu réconcilier ses ouailles qui continuent de se tirailler devant les tribunaux burkinabés, chacun se revendiquant la légalité du parti dont le récépissé a été accordé à Idi Komboego par le ministère en charge des libertés publiques. L'année 2022 politique se boucle par la démission le 21 décembre dernier de Maître Benewende Sankara, précédemment président de l'UNIR MPS, dont la présidence échoue désormais au professeur Augustin Loada qui assure l'intérim en attendant la convocation des instances du parti. On dira donc un merci à Bernard Bougouma pour nous avoir permis de révisiter de façon très brève 2022. Je le disais encore sur le prisme politique. Reportage et invité pour analyser tout cela. Et je m'en vais donc vous présenter ceux qui vont composer ce deuxième plateau. D'abord, Olo Pépin Yen, il est enseignant-chercheur au CNRST. Bonsoir et merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Nous sommes aussi avec Modeste Ouedraogo. Il est président des jeunes du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Et nous sommes aussi avec Aboubakar, Dr Aboubakar Sango, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara. Bonsoir. Bonsoir. Et on termine avec Maître Benewende Sankara, ancien président de l'UNIR MPS. C'est d'ailleurs la conclusion de Bernard Bougouma. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous, M. Va. Je reste déjà avec vous. Vous n'êtes plus président de l'UNIR MPS. C'est un retrait de la politique? Non, pas du tout. Ma déclaration de démission est suffisamment claire pour dire que c'est une alternance au niveau donc de la direction du parti. Mais je reste un militant, sankariste, comme je l'ai toujours été. Je reste avec vous parce qu'on révisite 2022. Bernard le disait, l'un des premiers actes majeurs politiques, c'est bien le coup d'État. Quel regard vous avez, parce qu'on est là maintenant plusieurs mois après, et avec ce qui nous avait été servi comme raison aux premières heures, et aujourd'hui on peut avoir un décalage dans la façon de voir les choses. Quel regard vous avez sur ce coup de force qui est intervenu? Ça ne peut être qu'un regard triste et de désolation. Vous savez, la démocratie, quand vous la construisez et que au détour de quelques bruits de Kalachnikov, on balaie du revers de la main cette construction, c'est un éternel recommencement. Je veux simplement citer ce qui est arrivé le 15 octobre 1987. Il y a eu 4 années d'un régime d'exception, le Front populaire. Mais quand le Burkina Faso a renoué avec l'état de droit, même si M. Blaise Compaoré est resté au pouvoir pendant 27 ans, vous aurez compris que l'émulation citoyenne, et cela à travers également l'animation de la vie politique, publique, comme la constitution
l'a prévu et avec un encadrement de la loi, eh bien le Burkina Faso avait au moins une tribune de liberté pour s'exprimer, l'ensemble des citoyens burkinabés. Et cela, de mon point de vue, est essentiel dans la marche commune d'un peuple, c'est-à-dire une marche inclusive, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos contradictions, et cela se règle en démocratie avec des mécanismes connus. Mais quand c'est un état d'exception, un état militaire qui ne connaît que le langage des armes, j'allais dire, il est difficile en ce moment-là pour la démocratie et pour le développement même de pouvoir prospérer. Voilà pourquoi je dis que c'est un regard triste, parce que c'est un recul de plus de 30 ans en arrière. C'est d'autant plus que l'autre image, c'est la démocratie post-insurrectionnelle, où nous avons vu des élections qui ont été crédibles, en tout cas acceptées par la plupart des acteurs politiques, et je crois que le président Roch-Marc Christian Kaboré était à son dernier mandat. Pourquoi alors un coup d'État, sinon que c'est du gâchis? Je vais revenir vers Olo Pepeyen. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur au CNRST. C'est vrai qu'il rappelle la question de la démocratie. Il dit que Roch Kaboré était à son dernier mandat. Il venait d'être élu, avec les chiffres qu'on connaît, mais quand il est évincé, quand il est tombé, il n'y a pas plus de comment dire ça, dans la rue, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de remise en cause de quoi que ce soit. Ça passe comme lettre à la poste. Ça se comprend? Oui, effectivement, quand M. Sankara parle de régime démocratique, de l'ordre démocratique, c'est vrai. Et du point de vue donc, de l'agencement des institutions, on pourrait dire qu'on était dans un ordre démocratique. Mais encore, faut-il qu'il y ait la légitimité? Et c'est toute la question que vous venez ici de poser. Voilà. Parce que les élections, qui sont un des fondements de la démocratie, doivent pouvoir garantir ici la légitimité des acteurs. Mais malheureusement, on se retrouve dans un contexte démocratique où les élections n'arrivent pas à garantir la légitimité des acteurs. C'est pourquoi vous venez de le dire ici, même au moment où ces pouvoirs doivent chuter, mais on ne voit pas ici ceux-là qui les ont légitimés monter en première ligne de combat pour défendre l'ordre démocratique qu'ils ont contribué à bâtir. Je m'en vais prendre un exemple, le coup de force de 2015. Et le peuple insurgé qui avait mis un gouvernement légitime en place, ou du moins à partir duquel un gouvernement a été mis en place qui devrait assurer la transition. Ce gouvernement tirait sa légitimité de l'insurrection populaire. Et vous avez constaté avec moi que lorsque cette transition a voulu être remise en cause, c'est ce même peuple qui se reconnaissait à cette transition qui est sorti défendre le pouvoir en place. Et donc, c'est pour dire qu'on était dans un système démocratique où on élisait des dirigeants, mais qui n'avaient pas une certaine légitimité. C'est ça la réalité. Voilà. Et pourquoi il n'y avait pas de légitimité? Parce que le pouvoir qui était en place était en inadéquation parfaite avec les fortes aspirations exprimées les 30 et 31 octobre 2014, dont M. Sankara a été un des grands acteurs historiques de cette effervescence populaire. Voilà ici comment aujourd'hui on peut expliquer que ce régime qui avait tenu des promesses fortes de changement, et finalement nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas le changement escompté, le changement que le peuple souhaitait, mais c'était simplement un remplacement du personnel politique à la tête de l'État. Donc vous comprenez que d'office, avec la reproduction des mêmes pratiques politiques clientélaires et clientélistes que nous avons connues sous l'ancien régime Compaoré, et ça a entraîné une sorte de désenchantement des acteurs qui a causé nécessairement, ou du moins absolument, une désaffection des citoyens vis-à-vis du pouvoir en place. Et la conséquence, vous l'avez connue, doublée par une incapacité de ce régime à juguler la crise sécuritaire. Donc du coup, ce régime avait perdu sa base de légitimité, et c'est pour ça ici le coup d'État est intervenu. Comme une remise en cause
une remise en cause de ce pouvoir établi, même s'il est issu d'une élection dont la légitimité, une élection qui n'a pas pu garantir la légitimité réelle de ce pouvoir. Voilà ce que je peux faire comme analyse. Je me retourne vers Modeste Ouedraogo, il est président des jeunes du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, parti qui assumait le chef de file de l'opposition politique. On a vu les nombreux appels presque menacés, on dira comme ça, lancés à l'endroit du pouvoir en place, comme pour dire ça ne va pas, faites attention. Pour vous, ce qui arrive le 24, ce n'est pas une surprise. Oui, en fait, on peut le dire, c'est pas une surprise, mais pour revenir un peu, bon, comme le docteur parlait de légitimité, tout comme en Afrique, on le constate, qu'on peut truquer les élections pour gagner les élections, mais après, dans la démocratie, s'il n'y a pas une bonne gouvernance, on retombe sur les travers. Et c'est ce qui est arrivé à l'ère Roch-Kaboré. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, dès les premières heures de l'élection du président Roch-Marc Christian Kaboré, le chef de file de l'opposition avait en son temps, avec donc le cadre de concertation et l'ensemble des partis politiques qui avaient signé l'accord politique en son temps, fait une conférence de presse pour montrer un peu les irrégularités qui ont entaché la crédibilité de l'élection présidentielle. Mais après cela, avec donc la forte pression de la communauté internationale, vous avez vu, après il y a un certain nombre de candidats qui sont allés féliciter en son temps le président Roch. Le président, il dit, lui, est resté dans sa position pour voir clair dans la situation et après, il est allé le saluer. C'est pour dire également qu'après cela, quand il a été positionné comme chef de file de l'opposition, il y a un certain nombre d'actions qui ont été donc entreprises au niveau du chef de file de l'opposition pour dénoncer la malgouvernance au niveau du système Roch-Marc Christian Kaboré. Parce que déjà, quand on regarde l'évolution de la situation, l'insécurité avait atteint déjà un paroxysme qui fait que les populations avaient de fortes attentes vis-à-vis donc du président élu. Mais cela n'a pas été réellement fait. Et vous vous souvenez également que le président Edi Komboigo en son temps avait lancé au niveau des 45 provinces des marches de protestation juste pour amener le gouvernement à agir. Et cela n'a pas été fait. Et après cela, il a fallu attendre jusqu'au 9 novembre pour que le chef de file de l'opposition, avec donc l'ensemble du cadre de concertation, lance un appel au président, et un appel à démission si réellement dans un mois les conditions n'étaient pas réunies. Et vous voyez que c'est cet appel-là qui a en tout cas permis au peuple burkinabé de voir un peu les lacunes. C'est vrai qu'il y a eu des éléments, un rebondissement avec donc, le gouvernement, avec Lassina Zerbo, le 10 décembre, mais ils n'ont pas pu véritablement mettre les éléments qu'il faut pour pouvoir donner une réponse adéquate aux préoccupations de la population. Et c'est cela qui a donc expliqué qu'en janvier, lorsque il y a eu donc ces marches, et les militaires donc sont venus au pouvoir parce qu'ils voyaient visiblement que le peuple avait besoin d'un soulagement. Il y avait un besoin de faire en sorte que l'insécurité puisse aller et faire en sorte que nous puissions recouvrir donc la sécurité. Vous parlez des militaires, justement, je vais revenir vers Aboubakar Sango, docteur. C'est vrai qu'on parle du parti Roch-Kaboré, du régime Roch-Kaboré, avec à un moment donné l'insatisfaction qui était partagée par nombre de Burkinabés sur certaines questions, notamment celles sécuritaires. Mais on connaît aussi le Burkina et son histoire. Les civils ne sont que des parenthèses, parce que l'essentiel du pouvoir a été exercé par des militaires. Est-ce qu'il n'y avait pas cette envie aussi de ce bloc-là de revenir au palais? Ce n'est pas exclu. Si on voit comment le pouvoir a été géré depuis le 24 janvier, tout semble aujourd'hui confirmer qu'il y avait aussi une ambition qui était nourrie de gérer le pouvoir d'État. Et cette posture, ou du moins la position que j'adopte, peut s'expliquer aussi par l'attitude des militaires eux-mêmes. Parce qu'on a senti que, et ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Damiba qui dans son discours bilan l'a dit, que les militaires ne se sont pas suffisamment battus, qu'ils ne se battaient pas comme il le fallait. Est-ce que tout ça était fait pour délégitimer davantage
les autorités politiques en place, les pouvoirs politiques en place, pour faire le lit du coup d'État que nous avons assisté, ou du moins qui est advenu le 24 janvier, je le pense. Voilà, je le pense. La preuve, moins de 6 mois après, entre eux, ils se tiraillent, un autre clan arrive au pouvoir. Vraisemblablement, les militaires qui gèrent le pouvoir aujourd'hui ont beaucoup d'ambition relativement à la gestion du pouvoir d'État. Je vous le concède. D'accord. Je reviens vers vous, M. Benouadé. Vous, c'est vrai que tout à l'heure vous parliez de démocratie et tout, et je reviens avec la même question. Est-ce que après coup, quand on regarde aujourd'hui, on se dit pas que il y a des militaires qui étaient quand même fortement intéressés par ce pouvoir-là, même si à votre charge aussi, quand on regarde, vous n'avez pas forcément bien géré les choses. D'accord. Je voudrais d'abord dire que mon argumentaire tient sur 2 leviers. D'accord. Le premier levier, c'est la démocratie. Sa définition élémentaire, c'est le pouvoir du peuple. Pour le peuple et par le peuple. Donc, tout c'est le peuple. Et je rejoins Dr Olo Pépin, parce que quand il parle de légitimité, il ne parle pas de l'institution militaire. Parce que la légitimité, le baromètre de la légitimité, c'est le peuple. Mais c'est le peuple, dans sa satisfaction morale, économique, avec un pouvoir qui arrive effectivement à faire son bonheur. Autrement dit, comme c'est le peuple qui est souverain et qui est le dépositaire du pouvoir, il vous remet en cause. C'est pourquoi on parle de légalité et de légitimité. En aucun cas, dans une démocratie, on ne peut parler d'interférence de l'armée. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, les militaires eux-mêmes, ils s'appellent la Grande Muette. En principe, l'institution militaire, c'est tout comme dans le cas de la séparation des pouvoirs. Ouais, vous verrez que les juges ne vont pas se mêler des choses de l'exécutif. C'est pour que l'État, la République se porte mieux dans ses institutions et que chacun puisse jouer son rôle. Donc, de ce point de vue-là, quand vous partez chercher la légitimité, les suffrages auprès des populations, mais c'est sur la base d'un programme, c'est sur la base de promesses, c'est sur la base d'un mandat qui, chez nous, est limité à 5 ans, renouvelable une seule fois. Je ne vais pas revenir en arrière, interroger l'histoire, mais ce qui a fait que en 2014, il y a eu un soulèvement, une insurrection qui n'était pas militarisée, il n'y avait pas de militaires. C'est le peuple qui a dit, nous on ne veut plus, notamment la modification de la Constitution, l'article 37, parce qu'on veut une alternance. C'était la revendication principale de tous les Burkinabés. Mais en janvier, comme c'est bien Edouard Modeste l'a dit tout à l'heure, le 10 décembre, il y a eu un autre gouvernement, le gouvernement Zerbo, sur la base des critiques qui ont été formulées aussi bien par l'opposition que par le peuple burkinabé pour dire le premier mandat de Roch a été, si vous voulez, un mandat qui n'arrive pas à satisfaire aux aspirations des populations. Le mot employé était le changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il fallait créer les conditions d'une rupture après Inatan. Parce que déjà, le terrorisme avait pris du terrain. Mais les militaires sont intervenus en janvier, le 21 janvier, si je ne me trompe pas, après l'installation de ce premier gouvernement. Donc, je vous rejoins, et je rejoins ce que dit Dr Sango, pour dire que quelque part, les militaires guettaient le pouvoir. Et la Libye, tout trouvé, était de dire, eh bien, comme au plan sécuritaire, ça ne va pas, nous-mêmes militaires, eh bien, nous allons prendre, l'expression c'est la chose. Ils appellent le pouvoir la chose. Et c'est la chose. Puisque le prétexte tout trouvé, c'est l'argument de la sécurité. Alors même que le président Roch venait de faire, suite aux multiples critiques des nominations
pour responsabiliser les jeunes officiers. Et celui-là même qui avait les leviers donc, de l'armée, le colonel Damiba, c'est lui qui a débarqué Roch-Marc Christian Kaboré. C'était ça la récompense. Donc cela explique qu'effectivement les militaires étaient intéressés par le pouvoir. Mais pourquoi faire ? Ça, c'est une grande question. Pourquoi faire ? En tout cas, on a eu des premiers éléments de réponse avec Damiba, qui dans ses discours premiers a d'abord justifié pourquoi est-ce qu'il y a eu ce coup d'État. On est revenu sur des raisons. Maintenant, même quand on est militaire et qu'on est au palais, il y a peut-être faire la guerre, il y a la stratégie, mais il y a aussi faire la politique. Et est-ce que c'est pas là où, très rapidement, je prends le cas de celui qui a le tombeur de Roch Kaboré, il s'est fait rattraper. Donc, très rapidement, il y a eu ce genre de désenchantement. Est-ce que ce n'est pas ça ? C'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à lire, pour ce qui est du MPSR, vers où on va. C'est vrai, on parle de la guerre, mais après, on va où ? Même sur certains chantiers, la question de la corruption, il y a des audits qui ont été lancés, certains ne lisaient pas vraiment très bien là-dedans. Sur les questions même de vivre ensemble, on parle de dialogue, certains ne comprennent pas vraiment dedans. Est-ce qu'ils n'ont pas été rattrapés à un moment donné, pour parler du cas d'Damiba, par les autres aspects qui ne sont pas purement militaires ? Je vous permets de réagir. Merci, monsieur Va. Donc, je pense que Damiba s'est laissé distraire plus tard. D'accord. Il s'est laissé distraire parce que le silence des populations le 24 janvier, l'adoubement du coup d'État par les populations le 24 janvier, c'était dans l'espoir qu'avec un militaire au pouvoir, on allait contenir substantiellement et rapidement l'avancée des terroristes. Par voie de conséquence, la seule priorité qui devrait être la priorité du MPSR 1, c'était la lutte contre l'insécurité. C'était la lutte contre le terrorisme. Mais très vite, il a déroulé un agenda politique qu'il a fortement décrédibilisé. Sur la réconciliation, bien entendu, la réconciliation, pour beaucoup d'acteurs, la réconciliation devrait être une priorité pour la transition. Mais une réconciliation qui devrait, au moins à mon sens, qui devrait faire l'objet de consensus avec la classe politique. Mais le déroulement de la politique de réconciliation par le MPSR 1 a fortement fragilisé le pouvoir du MPSR 1. C'est ce déroulement-là. L'impatience l'impatience de régler cette question qui l'a conduit à faire venir Blaise Compaoré au Burkina Faso, nonobstant le fait que une décision de justice avait été prononcée contre lui par contumace. Ça a fortement fragilisé le MPSR 1. Par ailleurs, il a fait des annonces de réformes qui, à mon sens, n'étaient pas urgentes. Voilà. Qui, à mon sens, n'étaient pas urgentes. Définitivement, on a l'impression que la question sécuritaire était devenue secondaire par rapport à son agenda politique. D'accord. Là-dessus, vous pensez que ce sont ces erreurs-là aussi, par exemple sur la question de réconciliation, et après les Burkinabés se sont perdus? Non, la question de la réconciliation n'était pas le problème central. Et ce que je constate pour ce régime-là, le MPSR 1, c'est que ce régime militaire a manqué de vision stratégique. Okay. Comme vous l'avez constaté, on naviguait presque à vue. Parce que je l'ai souligné à plusieurs reprises ici, il y avait un sérieux déficit de communication. Et même quand il communiquait, et c'était même de façon souvent ridicule, à la limite même de la bouffonnerie. Voilà. Et ce que moi je peux dire par rapport à cette parenthèse de notre histoire politique, c'est une brève parenthèse. Et il faut dire que le régime d'Damiba n'a pas mis au centre de ses préoccupations la question sécuritaire. J'ai eu du mal à accepter très tôt que le régime était tendancieux, ou du moins était en train de dérouler un autre agenda politique. J'ai eu assez de mal parce que je me disais
quand même qu'on ne peut pas prendre le pouvoir, qui est quand même quelque chose de très sérieux pour juste contenter des hommes politiques, une catégorie d'acteurs politiques déclassés politiquement dans ce pays et qui sont même en voie de fossilisation accélérée. Je ne peux pas comprendre qu'on vienne prendre le pouvoir pour un tel exercice de pouvoir. Donc du coup, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, il y avait cette volonté ici de réhabiliter des hommes politiques qui ont été historiquement mis de côté à travers la lutte du peuple burkinabé. Ça a été une grosse erreur. Voilà. Et on s'attendait à voir une armée au-dessus du jeu politique, au-dessus de la mêlée, pour être l'arbitre du jeu démocratique. Mais on n'a pas vu cette armée-là jouer ce rôle. Et plutôt un chemin qui visait ici à réhabiliter ici des gens. Ce qui m'a conforté, ce qui m'a rassuré, c'est la venue de Blaise Compaoré, où finalement j'étais obligé de tirer une conclusion définitive qu'en réalité la question sécuritaire n'était pas au centre de préoccupation. Mais il y avait une volonté ici de faire revenir un ordre politique quelconque, dont eux-mêmes dans les discours disaient qu'ils n'étaient pas venus pour rétablir un ordre politique quelconque, mais au finish, c'est ce qui a été donné à voir à travers un certain nombre d'actes qui ont été posés. Et maintenant, ce régime, il faut le dire, dès le début a été adoubé, mais progressivement s'est éloigné du peuple à travers ici ces pratiques-là. On a senti aussi des velléités de vengeance et le retour du bellicisme. Vous avez vu comment déjà des gens qui leur étaient proches avaient commencé ici à poser des actes d'agression vis-à-vis de certains acteurs qui seraient un peu du camp des insurgés. Voilà. Donc vous voyez que déjà il y avait des velléités de vengeance qui étaient en train de s'opérer. Et ce qui a entamé du coup la délégitimation de ce régime qui a été applaudi dès le départ. Et en même temps, ça crée aussi une fracture à l'air sain. Si on s'en tient au discours ici annoncé par les jeunes capitaines qui parlaient de trahison et des idéaux de départ. Donc du coup, c'est dire que cette façon de gérer n'a pas eu un certain consensus à l'intérieur de l'organe directeur qui était ici le MPC. Donc c'est pour ça qu'on a assisté à cette révolution de palais. D'accord. Moi je vais revenir vers vous. Tout à l'heure, OLOPP parlait de tentative du retour d'un certain ordre ancien. Oui. Bon, quand on dit ordre ancien, il y a beaucoup de Burkinabés qui voyaient le CDP, notamment avec Blaise Compaoré qui venait, et certains membres du CDP que certains sentaient beaucoup plus à l'aise. Vous n'aviez pas cette lecture-là, vous, à votre sein? Oui, en fait, ce que je peux dire par rapport à la venue de Blaise Compaoré sous l'ère d'Amiba, il faut déjà clarifier les choses pour dire que le président du parti n'a pas été impliqué à sa venue. Il n'a pas Edi Komboigo, c'est ça? Oui, parce que Edi Komboigo, dans sa démarche, pour une question aussi importante, il aurait donc soumis au secrétariat permanent et ensuite donc au secrétariat exécutif national qui allait donc prendre les dispositions et voir les éléments, les contours nécessaires pour pouvoir faire en sorte que Blaise Compaoré revienne avec vraiment une posture pour que nous puissions aller à la réconciliation. Mais il faut le dire, ça a été vraiment l'erreur, parce que si on avait impliqué en son temps Edi Komboigo, qui était le président du parti, dans la démarche, il aurait pu, parce qu'aujourd'hui le Burkina dispose de sages. Nous sommes un peuple de paix. Et quand on le regarde aujourd'hui, avec tous les événements que le Burkina a vécu, si le Burkina tient, c'est parce que ce sont des hommes épris de paix. Et on pouvait donc, en la matière, trouver les mécanismes pour faire en sorte que Blaise Compaoré, non seulement il revienne, parce que c'est son pays, mais aussi qu'en revenant, qu'il puisse donc avoir donc les éléments nécessaires pour en tout cas demander pardon au peuple, comme il l'a fait après à travers donc sa lettre, qui est venue un peu plus tard après sa venue. Donc on aurait dû quand même mettre les éléments nécessaires et voir quels sont les mécanismes au niveau traditionnel pour demander un pardon, afin que le peuple burkinabé épris de paix puisse accepter ce pardon. Et c'est véritablement ce manque d'efficacité du gouvernement d'Amiba qui a véritablement entraîné également aussi sa chute. Mais on peut dire également aussi qu'il y avait de fortes aspirations sur le plan sécuritaire, comme ils l'ont dit, parce que quand on vient au pouvoir et on se dit qu'on est venu pour apporter une réponse aux préoccupations du peuple,
et qu'on voit après qu'il n'y a pas eu véritablement une lisibilité de l'action qui a été menée par Damiba. Et c'est en cela, parce que les PDI attendaient qu'il y ait rapidement un dispositif pour les redéployer dans leur site. Il y avait une forte attente en termes même d'insécurité alimentaire, parce qu'il faut se dire qu'en ce moment, il y avait également cette pénurie en termes même d'aliments pour subvenir aux besoins des populations. Donc on les sentait vraiment ailleurs. Peut-être la même question, Maître Benouendé. Beaucoup n'ont pas accepté cela, enjamber la justice et ses décisions. Bon. Je voudrais compléter ce que le responsable des jeunes du CDP, M. Doro Modeste, dit, pour soutenir avec force que il y avait le dialogue politique. En démocratie, c'est pas parce que nous ne sommes pas dans les mêmes partis, c'est pas parce qu'il y a une opposition qu'on ne se parle pas dans l'intérêt du pays. Et ce qu'il dit a été consigné dans un rapport paraphé, signé par le président du CDP, Edi Kumbuero. La question du retour de ce qu'on peut appeler les exilés. Et il y avait déjà une feuille de route qui a été dessinée, suivie par le ministre d'État en charge de la réconciliation, le président Zéphirin. Des contacts même avaient déjà été pris pour le retour du président Blaise Compaoré, pour le retour du général Isaac Zida, ancien Premier ministre, etc., etc. Donc il y avait un process qui s'était engagé. Moi je me demande comment se fait-il que celui-là qui est arrivé au pouvoir sans avoir été élu, parce qu'il a la puissance de feu, n'ait pas pu parachever très rapidement cette procédure qui était inclusive. Parce que personne n'est contre la venue de Burkinabés dans leur propre pays. Par contre, la question de la justice, qui a été posée comme ce qu'on appelait le scénario triptyque vérité et justice, qui est un principe que les Burkinabés ont adopté, c'est de faire en sorte qu'on respecte la séparation des pouvoirs. Parce que nous sommes en démocratie et la justice réclame son pouvoir. Mais on a vu un président qui a enjambé tout ça et il est venu avec un avion présidentiel de la Côte d'Ivoire. Il a atterri là où vous savez, dans une enceinte militaire. Et puis on l'a vu au palais de Kosiam et il est reparti dans ces conditions. Mais c'est pas de cela que même ceux-là qui aiment Blaise, qui le supportent, auraient voulu qu'on traitât le président Blaise Compaoré sans honneur et sans dignité. Je pense que ce n'était pas ça le format. Et aujourd'hui, la procédure s'est complexifiée parce que j'ai noté que même Gibril Bassolé est poursuivi maintenant pour évasion. Parce que la justice commence à prendre ses marques, veut s'affirmer. Et les magistrats ont même fait une adresse pour dénoncer l'intrusion de l'exécutif sous Damiba dans le judiciaire. Donc, quelque part, on ne facilite pas la réconciliation même entre Burkinabés par des actes, j'allais dire, extrêmement populistes des militaires sous Damiba. Parce que là, ça ne voulait absolument rien dire. Et vous avez même vu le format de demande de pardon tel que ça a été lu par un ministre porte-parole du gouvernement. Bon, tout cela, c'était pas de nature, de mon point de vue, aider même des Burkinabés à aller dans ce scénario qui avait été tracé pour les réconcilier d'une part et respecter aussi l'autorité de la justice. Parce que comme docteur le dit, je vais parler de Olo Pépin, l'autorité de la justice, l'indépendance de la justice, ce sont des piliers de la démocratie. Et quand vous y touchez, c'est la démocratie qui s'écroule. Et quand la démocratie s'écroule, tout s'écroule. On ne va même plus parler de légitimité. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les partis politiques que nous sommes là, nous cherchons même nos marques pour pouvoir
relancer le débat, parce qu'un parti politique, c'est le débat national qui l'intéresse, ce sont les idées, et puis apporter une contribution à la paix sociale, à la cohésion sociale et au développement du pays. Vous me faites une belle brèche d'ailleurs, c'est le sujet que je vais aborder maintenant avec vous, parce que c'est vous les partis politiques sur la table ici. MPSR 1 comme MPSR 2, on a comme l'impression que, je ne vais pas dire que vous êtes en confinement, mais on ne vous sent pas vraiment. C'est parce qu'au départ on a dit la situation c'est vous. Il y a Covid dehors. C'est quoi, c'est un Covid militaire? Il faut être vacciné pour pouvoir... Mais une transition a vocation de se terminer par des élections, et les élections elles se font avec vous. On a comme l'impression que il y a peut-être un manque de courage, ou qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. Je pense que déjà la CENI est en train de travailler. Les acteurs politiques se sont réunis même dans des ateliers. Je crois qu'on a mis au devant, comme même préalable, la situation sécuritaire. Même sous Damiba, on disait qu'il fallait d'abord sécuriser au moins 75 à 80% du territoire pour aller à des élections. Ce qui me paraît plus ou moins évident. Parce qu'on ne peut pas aller parler de programmes politiques, de projets de société dans une zone occupée, où il y a des drapeaux même qui réunis, ou qui constituent la négation même de votre territoire. Donc de ce point de vue, aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a aucun acte officiel d'interdiction de quoi que ce soit. Il n'y en a pas. C'est quand l'activisme politique débordant. Oui, mais ça c'est encore du Damiba. C'est quand il a rencontré la classe politique, il a parlé d'activisme politique débordant sans avoir donné un contenu. Mais aujourd'hui, je pense qu'on commence d'ailleurs à compter beaucoup plus avec la classe politique. Maintenant, il y a des débats qui vont venir, notamment la question de la refondation. Vous savez, l'idée même de refonder le parti politique ne date pas d'aujourd'hui. Les acteurs eux-mêmes ont des expériences pour pouvoir faire des propositions plus que quiconque. En 2009, déjà on a eu ce débat-là entre l'opposition et la majorité à l'Assemblée nationale pour accoucher de la charte que nous avons. Maintenant, à la pratique, effectivement, on peut encore revoir ces textes-là pour améliorer la participation citoyenne, en tout cas à la chose politique. La même question aussi, c'est un confinement ou bien c'est vous qui adoptez une posture d'observation en attendant? Quoique, pour les CDP, il y a des bagarres internes. Oui, on peut le dire, en fait, c'est un confinement, mais il faut dire que, on s'attendait un peu à ce que, après le rétablissement de la Constitution, qu'on puisse également permettre aux partis politiques de pouvoir donc animer la vie politique. Mais comme vous l'avez su dans le discours du président Ibrahim, il met vraiment l'accent sur la sécurité. Comment faire en sorte que le peuple puisse se mobiliser autour des questions sécuritaires. Mais on peut dire également que les politiques ne sont pas également aussi mis à l'écart. Parce que les grandes réunions, quand vous prenez avec la venue de la CEDEAO, que ce soit les grandes réunions, la classe politique est toujours invitée. Mais aujourd'hui, on se dit également que, avec l'explication du secrétaire général en son temps, qui disait que c'était les grandes manifestations qui devraient donc mobiliser la sécurité, étant donné que les agents de sécurité donc doivent aller maintenant se vaquer pour retrouver en tout cas les éléments nécessaires pour recouvrir donc notre territoire. C'est de cela qu'il s'agit. Mais pour nous, au moins les dispositions statutaires, parce que comme vous le savez bien, les partis politiques, il y a des organes, il y a des instances. Donc comment faire en sorte que vis-à-vis également aussi de la loi, ces partis politiques-là puissent vraiment régulièrement tenir leurs instances. Et il faut également qu'il y ait vraiment un éclaircissement pour pouvoir permettre aux partis politiques de pouvoir aller. Sinon aujourd'hui, on sent effectivement que le régime, la transition, a besoin également du soutien des politiques pour pouvoir mener à bon port l'action publique. Docteur Boubacar Sangor, c'est vrai que vous abordiez, je pense, dans un panel, les réformes qu'il faut même pour aller à des élections, parce qu'il faut commencer déjà à penser à ces élections-là. Et je le disais tout à l'heure, ça doit se faire avec les acteurs, mais sous la transition dans laquelle nous sommes, un PSR 1 ou un PSR 2, est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression qu'ils sont un peu mal à l'aise? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont mal à l'aise et ils acceptent qu'on les
confine. C'est l'impression que j'ai. Pour moi, le rôle d'animation de la vie politique par les partis politiques va bien entendu au-delà des questions électorales. Mais sur les grands choix actuels qui sont faits par le MPSR, qu'est-ce que les partis politiques disent? Sur la grave crise énergétique que nous vivons, qu'est-ce que les partis politiques disent? Sur les choix géopolitiques, ça aussi c'est de l'animation de la vie politique. Ça permet d'éclairer. Vous savez, les dernières élections au Brésil, moi j'ai trouvé... je regardais ça de près avec beaucoup de plaisir parce que les choix qui ont été faits par les Brésiliens reposaient véritablement sur des positions qui étaient défendues par les grands partis politiques. Personne ne pensait que Bolsonaro serait au deuxième tour. Il est resté fidèle à ses positions, même si ces positions ne plaisaient pas à une partie des Brésiliens, mais il y a une partie des Brésiliens qui se reconnaissaient en lui. Ils ont voté pour ça. Lula, beaucoup ont voté Lula parce qu'il a annoncé, ou du moins parce qu'ils sont attachés aux positions de gauche de Lula. Moi, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut que les partis occupent l'espace. Par exemple, sur la dissolution en cours de la CDC, la Caisse des dépôts et de consignation, qu'est-ce que les partis politiques disent? C'est une question extrêmement importante. Est-ce que ça, un gouvernement de transition, de venir remettre en cause aussi facilement des choix qui ont été faits et des choix qui ont été faits dans le cadre d'un régime politique? Est-ce que plus fondamentalement, c'est un gouvernement de transition de nous dire avec qui on doit coopérer, alors que dans 21 mois, ils s'en vont et c'est les partis politiques qui prennent le relais? C'est sur ces questions qu'on veut entendre les partis politiques. Si on ne les entend pas, c'est qu'ils prennent plaisir à l'inconfort dans lequel les différents gouvernements qui se sont succédés depuis janvier là veulent les mettre. Et moi je pense qu'ils doivent sortir de cela. Ils doivent occuper l'espace. On veut les entendre sur les grandes questions actuellement. Vous voulez réagir? Avant que je passe à d'autres questions. J'ai bien peur qu'on ait suffisamment du temps, mais ce que le professeur dit est pertinent, sauf que c'est méconnaître peut-être à ce jour la vie des partis politiques. Parce que depuis le coup d'État de janvier, 24 janvier, je pense. 24 janvier 2022, les partis politiques ne se sont pas hibernés parce qu'ils le voulaient. Les partis politiques étaient organisés. Il y avait un chef de file de l'opposition politique et au niveau de la majorité, il y avait un regroupement. On a même créé la troisième théorie des non-affiliés et tous ces partis sont traversés par des crises internes, du fait du coup d'État. Donc, la question même de survie de certains partis politiques est posée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tous les partis politiques connaissent des contradictions qui sont maintenant au goût du jour. Du coup, c'est comme si ces partis sont incapables de jouer leur partition constitutionnelle, sauf quelques-uns qui s'expriment encore. Donc, ça c'est très grave pour la démocratie. Oui, par rapport à ça, et peut-être, moi je ne suis pas dans un parti, je ne milite pas dans un parti. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur des partis. Ah, nous, on a chaud. Mais ce que moi je peux dire par rapport à cette question-là, c'est-à-dire il faut interroger la nature même des partis qui sont sur la place publique, au sein de l'espace politique. La nature des partis. Mais quand vous regardez pour la plupart, mais ce sont des partis électoralistes, ce sont des comités électoraux pour la plupart. Donc ils n'ont comme jeu principal ici les élections. C'est ça la réalité. Mais citez-moi ici un parti d'idées
c'est-à-dire qui arrive à innover à la scène. Si vous ne parliez pas, ça serait un aveu. C'est des idées préétablies. Voilà, ils sont des héritiers des idées déjà préétablies conçues. Voilà, par un acteur politique majeur qui a marqué. Mais la question que je voulais vous poser justement après cette partie-là, c'était de savoir. C'est vrai qu'on aura même des élections, mais il faut dire que que ce soit le premier coup d'État ou le deuxième, on espère que c'est le second, est-ce que ça n'a pas vraiment impacté, quand on regarde dans la recomposition, comme l'abordait tout à l'heure Bénédicte Sankara, de notre organisation même politique? Quand on prend le cas du CDP, du MPP, aujourd'hui, il y a de grands noms qui sont sortis, vous ne savez pas vers où ils vont. Dans les autres partis, c'est pareil. Aujourd'hui, vous direz ce que vous voulez, Zéphirine Diablé, son parti, c'est pareil. Est-ce que les baobabs d'avant sont encore des baobabs? Qui est qui pèse quoi? Est-ce que ce n'est pas toute cette réflexion qui sont en train de mêler? Bon, oui, enfin, vous parlez de baobab. Moi, je ne vois pas de baobab politique. Pour moi, si la politique, ce sont des idées, et pour moi, je ne vois pas de baobab politique. Maintenant, comme je l'ai dit, notre démocratie, c'est un conflit, ou du moins, compte tenu du fait que nos acteurs ont confiné la démocratie à la seule élection. Puis c'est l'indicateur même de la démocratie. On dit oui, les élections se passent normalement et de façon régulière, donc il y a la démocratie. Mais si déjà des partis qui sont nés et qui ont comme activité ici principale les élections, mais vous comprenez que s'il n'y a pas d'élection, mais c'est normal que ces partis soient en hibernation, en griffe comme vous le dites. Vous prenez un parti comme le MPP, qui est une machine électorale. En dehors des élections, qu'est-ce que le MPP peut faire encore? Si ce n'est pas aller aux élections pour se faire élire, qu'est-ce que ce parti peut faire encore? Il n'y a pas d'animation sur le plan des idées. C'est ça la réalité. Il n'y a pas ici un parti qui peut sortir faire des analyses, des propositions innovantes en termes ici, sur la, comment on appelle là, d'avancée réelle, c'est-à-dire du pays. Même les programmes politiques qu'on nous présente, mais à la limite c'est quoi? Mais c'est juste parce que ici la démocratie exige, les élections exigent que chaque candidat présente un programme. Mais une fois qu'ils sont élus, le programme est où? C'est ça la réalité. Donc du coup, on n'est pas dans un contexte où les gens faisaient la politique par des idées. Même s'il faut déplorer que bon, il y avait un peu de la violence, de l'intolérance, parce que pour peu que vous êtes contre nous, on dit bon, vous êtes un réactionnaire, un contre-révolutionnaire, mais quand même, on a connu une époque où les idées étaient mises en avant dans le jeu politique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens sont là, ils attendent qu'on dise élection, ils vont repartir, sortir l'argent, voilà, distribuer les riz gras et autres, des sacs de riz nocturnes de gauche à droite pour se faire élire. Réaction de Modeste Ouedraogo avant vous. Tout d'abord, dire que, en fait, ce que le docteur vient de dire, au CDP, il y a vraiment aujourd'hui une nouvelle dynamique qui est impulsée avec Edi Kombouego. Et vous l'avez vu dans il ne vous a pas fait un procès, à vous, CDP. Oui, au-delà de l'animation de la vie politique, c'est cet homme-là aujourd'hui qui appelle même la communauté internationale, les partenaires, à soutenir la transition de façon patriotique, de faire en sorte que la question sécuritaire là, puisse être véritablement traitée. Et il l'a si bien fait. Et quand vous regardez dans toutes les sorties, aujourd'hui, le CDP donne de la voix pour que ensemble nous puissions regarder comment faire ensemble pour que la paix, la sécurité puisse revenir au niveau de Burkina Faso. Déjà également, pour revenir à la question des baobabs, il faut dire aujourd'hui, il n'y a pas un baromètre aujourd'hui qui nous permet de dire tel parti est un baobab. Mais ce qu'on peut dire également, quand vous prenez l'UPC aujourd'hui, avec UPC RD depuis 2017, avec les vagues de démission en 2020 juste avant les élections, avec le retour de l'UPC à la majorité avec Roch Marc Christian Kaboré, qui est aujourd'hui comptable de tout ce qu'on a connu comme mauvaise gouvernance aujourd'hui, ils sont en difficulté. Le MPP, je dirais plutôt que eux, avec l'implosion, avec la création du PPS, avec les vagues de démission, aujourd'hui, on ne sait pas s'ils vont pouvoir... Vous semblez dire quoi? Qu'il ne reste que vous, quoi? Pour dire en fait qu'aujourd'hui,
en matière de structuration, le CDP reste le parti mais le plus important. Qui connaît aussi ses problèmes internes aujourd'hui. Oui, qui connaît des problèmes internes, mais qui a connu un dénouement avec donc le récépissé. Parce qu'aujourd'hui, l'administration a reconnu le 8e congrès et Edi Kombouego est en train de travailler à faire en sorte que tous les militants du CDP aient pris de faire en sorte que le Burkina Faso puisse aller de l'avant, revienne au CDP pour qu'ensemble nous puissions développer. D'accord, mais vous demeurez en justice. Hein. Oui, il y a la question. Je vais vous laisser terminer. Mais vous vouliez réagir. Je laisse Aboubakar Sango. Non, moi je suis d'accord que les partis connaissent des crises. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de grands partis et de petits partis. Non, il suffit déjà de se fonder sur les résultats des élections. Les dernières élections, ça nous permet de dire qui pèse quoi. Mais également, on peut ne pas avoir beaucoup de députés, mais rester un parti important du fait de son rôle historique. Et là, si on fait une classification, bon, on peut identifier, voilà, on peut identifier, mais les partis vont renaître de ces crises. Voilà, les partis vont renaître de ces crises, mais quelle sera la nouvelle configuration de la classe politique? De toute façon, il y a des annonces déjà. Il y a Maître Sankara, moi je suis déçu qu'il parte de la tête de son parti. Mais c'est déjà une bonne chose. Il passe le relais à d'autres acteurs que nous allons juger sur le terrain. De grands ensembles vont se former, soit sous forme de fusion, soit sous forme de coalition, soit sous forme d'alliance. Ça va se faire, peut-être même dans le premier semestre de 2023, on verra davantage plus clair. On verra davantage plus clair, mais je pense que la démocratie ne peut pas se construire sans parti politique. D'accord. Sans parti politique fort, sans parti politique qui porte des idées. On va faire le dernier tour d'étape pour terminer, parce qu'on est pratiquement au terme pour ce qui est de la partie donc, politique. On va faire la projection, se projeter donc, parce qu'il faut, à la fin d'une transition des élections, quelles devraient être les réformes pour qu'on ait de bonnes élections, parce que c'est ça qui nous évite de revenir dans les turpitudes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Je vais commencer par Olo Pépinienne. Les réformes. Ce qu'il faut pour qu'on ait de bonnes élections, oui, la vérité, c'est cela. Les réformes pour les élections. C'est cela. Oui, mais avant même de parler des élections, il faut nous réhabiliter la politique. D'accord. C'est ça. Les élections que nous faisons ne sont que la conséquence de la politique que nous menons aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire quoi? Il faut que nous parvenions ici à changer de philosophie politique. C'est très important. Parce que la politique aujourd'hui, c'est quoi? C'est une échelle qui nous permet ici d'accéder à une position élevée au niveau de la hiérarchie de l'État pour, c'est-à-dire se faire une fortune. C'est la règle générale aujourd'hui. Je m'avais vous donner des exemples. Moi, j'ai un ami, et quand il a appris que non, il n'y aura plus de lotissement, de parcelles, il était vraiment intéressé pour être conseiller municipal. Et quand il a appris qu'il n'y a plus de lotissement, les lotissements il dit que mais donc lui ça va. Donc lui, il ne voit plus l'utilité d'être conseiller. Vous voyez un peu les mœurs politiques que nous avons développées à travers ces élections. Et il faut le dire, quand on regarde un peu l'histoire récente de la 4e République, mais les élections ont été ici le principal vecteur de corruption à grande échelle dans ce pays. C'est ça, la corruption est entrée ici par les élections. Et ça gangrenait ici tous les autres secteurs d'activité de la vie sociale. Et donc, c'est pour dire que, avant de parler ici des règles qu'il faut définir, il faut rétablir les bonnes mœurs républicaines. Voilà. Donc, nous devons changer de mœurs politiques, nous devons changer de philosophie politique, de façon de voir la politique. La façon de voir la politique doit changer. Et la politique doit pouvoir être un sacerdoce. Si les politiciens se comportaient comme des syndicalistes, c'est-à-dire le désintéressement et l'engagement désintéressé à la cause nationale, je pense que la politique allait nous permettre d'avancer et de construire à bien notre pays. Mais malheureusement, on vient en politique pour se faire une fortune. C'est ce qui est dommage. D'accord, Sango, sur la même question. Moi, je pense qu'il faut faire des réformes pour réduire substantiellement la place que l'argent occupe dans les élections. Okay. Ça va nous permettre de sélectionner parmi nous les meilleurs. Ça va nous permettre de
consolider les institutions démocratiques. La corruption des institutions démocratiques est liée aussi au mode de financement des élections. Donc je pense que il faut que on discute des modalités de financement des partis politiques. Pour moi, il faut prendre ça sous l'angle du financement de la démocratie. Voilà, sous l'angle du financement de la démocratie. Donc, il y a ce type de réforme qu'il faut faire. Je pense aussi qu'il faut réfléchir fondamentalement sur d'autres types de réformes qui vont accroître davantage la responsabilité des gouvernants. Le modèle qu'on a actuellement accroît de larges pouvoirs à un chef d'État qui, sur les 5 années, n'est responsable de rien. Tout ce qu'il peut faire, c'est changer de Premier ministre. Peut-être que si on va vers un modèle où le chef de l'État, ou bien si c'est Premier ministre, c'est que sur la durée de son mandat là, il peut perdre le pouvoir, peut-être qu'il fera beaucoup plus attention. Non seulement dans le choix de ses collaborateurs, mais également dans l'exigence qu'il aura à dérouler son programme politique. Je pense qu'il faut aller vers ce type de réforme-là pour consolider davantage notre système démocratique. Bien entendu, il y a le problème des hommes. Au Burkina, les règles ne sont pas fortement mauvaises, mais c'est l'animation de la vie politique. Comment on règle ça? Comment on fait pour que des hommes épris de l'intérêt général, de la cause nationale, animent notre vie politique? Je ne suis pas sûr que les règles pourront faire quelque chose. Mais si l'argent occupe déjà moins de place, ça va inciter beaucoup plus d'hommes qui ont ce profil-là à venir faire la politique. Que les Burkinabés aussi arrêtent, et ça c'est nous tous. Je pense qu'on présente la politique dans son mauvais visage. Le discours tourne autour de ça. Il y a aussi, oui, de bonnes personnes qui ont animé la vie politique. Il y a de bonnes personnes à la tête des institutions. Moi, je veux penser à Luc Ibriga, qui est décédé le 25 décembre. Il fut un homme intègre. Il fut un serviteur de l'État désintéressé. Je veux, c'est pas parce qu'il est en face de moi, mais moi je veux le dire. Je veux dire ce que je pense de Maître Sankara. Je l'ai toujours considéré comme un homme intègre. C'est vrai, il n'a jamais pu avoir le pouvoir d'État à travers les élections, mais j'ai pensé, et ça je le pense sincèrement, je pense qu'il a fait la politique avec intégrité. Ce ne sont tous ceux qui ont animé la vie politique ne sont pas de mauvaises personnes. Regardons aussi, on a des hommes de valeur, on a les Zéphirins Diabré qui sont des hommes de valeur. Mais si on dit que tous ceux-là, ils sont mauvais, ben définitivement, qui va gérer le Burkina Faso? D'accord, Ouedraogo. Oui, ce qu'on peut dire à ce niveau, il faille véritablement qu'on fasse des réformes. Et non seulement pour aujourd'hui donner un tonus au plan politique à travers, au niveau même de la représentativité des jeunes, des femmes, au niveau du plafonnement des dépenses au niveau des élections, mais il faut également comprendre également aussi actuellement la nécessité de faire en sorte que l'environnement politique, comment faire en sorte à travailler à ce que l'on puisse recouvrir en tout cas le territoire burkinabé. Parce qu'aujourd'hui, le format classique aujourd'hui, on peut aller à des élections couplées présidentielles et législatives et après faire des municipales, comme le format qu'on le faisait traditionnellement, mais il appartient également, parce que cela va nécessiter de larges concertations, que le régime qui va venir donc après la transition puisse amorcer avec sérénité l'ensemble de ces réformes-là. Parce qu'aujourd'hui, avec le délai, si on doit aller véritablement sur le champ, en tout cas de la lutte contre le terrorisme, si on doit également aussi aller sur ces questions, nous pensons qu'à un moment donné, il y aura des défis. Mais il y a la nécessité
Parce que comme on l'a dit, c'est une nécessité qui s'est exprimée depuis un certain temps, parce qu'il faut véritablement que nous puissions reformer en tout cas la chose politique au niveau du Burkina Faso. Et cela va aller avec également aussi la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, les dispositions qui sont prises dans la Constitution, il n'y a pas fondamentalement quelque chose qui est reproché actuellement au niveau du dispositif. Mais pour pouvoir améliorer, il est important que nous puissions faire en sorte que le régime qui viendra puisse faire de larges concertations afin que les propositions qui vont sortir de cela puissent vraiment recouvrer donc l'assentiment de tout le peuple burkinabé pour éviter également les réformes vraiment précipitées qui peuvent également aussi tomber de revers. Sur la même question, M. Benouadi, pour terminer. Bon, je ne serai pas long, mais je voudrais d'abord dire merci Dr Sango pour les compliments. Mon endroit, je crois que si j'ai l'occasion, je ferai davantage mieux, parce que je considère, comme Dr Olo l'a dit, que la politique c'est une vertu. Et même on doit pouvoir la faire avec sacerdoce. Mais le leader, l'homme politique, est aussi le reflet de la société. Qu'est-ce cela ? Ce qui veut dire que la question qui se pose à nous, Burkinabés, c'est de ne pas se tromper de diagnostic dans les recherches des solutions et des réformes appropriées. Et je pense, moi, qu'il faut véritablement une démarche inclusive, participative, pour qu'on puisse faire une catharsis et dégager véritablement les réformes qui nous conviennent et qui seraient consensuelles. C'est la seule façon de redonner espoir et de rebâtir en tout cas nos démocraties sur des fondements nouveaux pour repartir de l'avant. Mais de grâce, ne jetons pas l'anathème sur la politique. Il y a de par le monde des hommes politiques qui ont construit des nations, qui ont construit des continents, qui constituent aujourd'hui des références et ont toujours des référentiels. Et je pense que c'est par là que nous pouvons aussi nous doter d'instruments applicables. Parce que souvent on vote les lois mais on ne les applique pas, ça a été dit tout à l'heure. Et souvent nous nous sommes retrouvés pour modifier par exemple le code électoral pour l'adapter à nos intérêts politiques. On l'a fait pour pouvoir avancer et cela a quelque part effarouché notre peuple qui pense que la politique c'est là pour des intérêts des politiciens. La politique c'est pour l'intérêt général. Merci bien, Maître Benouadi Sankara, et merci donc d'être passé sur le plateau pour ces éclairages avec nous pour les visiter 2022. Je rappelle que vous êtes ancien président de l'UNIR MPS. Merci aussi à Modeste Ouedraogo, qui est président des jeunes du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. Merci à vous, Europe Pépéienne, d'être passé enseignant-chercheur au CNRST. Merci aussi à vous, Aboubacar Sango, d'être passé enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara. Cette façon de revisiter 2022 va se poursuivre et toujours de la belle manière avec d'autres sujets. On va faire une petite pause pour regarder dans le prisme justice, parce que beaucoup de dossiers aussi sont passés à la trappe. Et après cela, on va parler économie, donc on y va avec ce reportage. L'année 2022 aura été très éprouvante pour le système judiciaire du Burkina Faso. Dès le début de l'année, précisément le 24 janvier 2022, l'ordre constitutionnel est interrompu par un coup d'État. La Constitution, qui est la loi fondamentale, est suspendue, ce qui a eu pour conséquence la perturbation du dossier Thomas Sankara à la demande des avocats de la partie civile. Après la proclamation de l'acte fondamental le 29 janvier 2022, l'adoption de la charte de la transition lors des assises nationales le 28 février et le rétablissement de la Constitution, une décision va surprendre les Burkinabés. Parce que, alors que le président du Conseil constitutionnel était lui-même en évacuation sanitaire, son intérimaire et les autres membres du Conseil constitutionnel, sans avoir été formellement saisis, constatent d'eux-mêmes la vacance du pouvoir de Roch Kaboré
et autorise le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba de prêter serment en violation totale des dispositions constitutionnelles en la matière qui consacrent les élections comme seule condition d'accès au pouvoir. Le professeur Abdoulaye Soma, dans un écrit, estime que par cet acte, le Conseil constitutionnel a tué la Constitution. Malgré tout, le lieutenant-colonel sera investi par les grands juges le 16 février. Cet acte sera vu par de nombreux juristes comme une grave erreur tendant à légaliser l'attentat à la sûreté de l'État. Si tel est le cas, les dispositions du Code pénal punissant l'attentat à la sûreté de l'État sont anticonstitutionnelles. Le Conseil constitutionnel est donc saisi à cet effet. Le 18 mars 2022, le Conseil rend sa décision. Les requêtes de déclaration d'inconstitutionnalité sont jugées mal fondées et rejetées. L'audience du procès Thomas Sankara reprend alors le 22 mars 2022. Le procès historique tant attendu depuis 33 ans livre son verdict le 6 avril 2022. 11 des 14 accusés ont été reconnus coupables des événements du 15 octobre 1987. 3 d'entre eux ont été condamnés à perpétuité. Il s'agit de Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando. Même si le général Gilbert Diendéré a fait appel, ce procès est un exploit de la justice burkinabé. Cet exploit, selon de nombreux analystes, a été par la suite remis en cause. Blaise Compaoré, jugé et condamné par contumace et contre qui un mandat d'arrêt a été émis, ne sera pas inquiété lors de sa présence au Burkina Faso. Son arrivée orchestrée par le président du MPSR Paul Damiba, sans répondre de ses actes devant la justice, a indigné plus d'une personne au Burkina Faso et ailleurs, car c'est une défiance de la justice. Le chef de l'État lui-même s'est exposé au parjure après un tel forfait, lui qui a prêté serment et juré de défendre et faire respecter le droit et la justice. Au sein des populations aussi, l'année 2022 a été marquée par des actions visant à empêcher la justice de faire son travail. La dernière en date est la mobilisation des militants du mouvement Le Balai Citoyen pour protester contre l'arrestation de l'un des leurs arrêté le 5 septembre 2022. Malgré tout, force reste à la loi. Le jugement a été effectif. Mieux, les sessions de la chambre criminelle de la cour d'appel de Ouagadougou ont pu se tenir du 19 au 29 septembre 2022. 73 affaires sont inscrites, dont celle de Dabo Boukari et Ousmane Guiro, ancien directeur général de la douane. Si l'affaire Dabo a été jugée, celle de l'ancien directeur général de la douane a été renvoyée à la prochaine session. Pendant que les acteurs préparaient la rentrée judiciaire 2022-2023 pour le 1er octobre 2022, un coup d'État intervient la veille. La Constitution est de nouveau suspendue. Comme le premier coup d'État, un acte fondamental est adopté. La Constitution est rétablie, mais seulement dans ses dispositions qui ne contredisent pas l'acte fondamental. Un coup dur pour les acteurs judiciaires qui, pour eux, cette situation remet en cause le fait que la Constitution soit la loi fondamentale. En réalité, ces péripéties sont dues à la situation sécuritaire qui a nécessité l'intervention de l'armée dans la gestion du pouvoir politique. Une situation qui d'ailleurs a entraîné la fermeture de plusieurs tribunaux de grande instance qui ont été délocalisés dans la capitale. C'est le cas du tribunal de grande instance de Dori, de Kongoussi et de Djibo. Difficile pour les justiciables de bénéficier aisément des services. Difficile également pour les procureurs de ces tribunaux d'ordonner et de diriger des enquêtes dans ces localités au regard de la distance et de l'inaccessibilité. Conséquence, l'impunité règne dans ces localités et la réponse judiciaire de la lutte contre le terrorisme est entravée. Le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes qui avait tenu sa première session en 2021, est resté silencieux en 2022. Pourtant, l'année judiciaire 2021-2022 a été placée sous le signe de la contribution de la justice à la lutte contre le terrorisme. Révisiter donc les aspects de justice pour ce qui est de 2022 avec Abdoul Rahim Niénié. Nous passons à un autre pan, celui économie.
Et comme pour chacune des franges, nous allons poser le débat, toujours avec un reportage, donc révisiter 2022 et ce qu'a été notre économie. L'année 2022, qui dès les premières heures s'annonçait comme une année de résilience économique après la crise du Covid-19, aura été impactée par plusieurs rebondissements. Sont de cela le report de la conférence internationale des partenaires pour le financement du deuxième plan national de développement économique et social PNDS2. Le report de la conférence de ce plan qui devait permettre de réunir 19 000 milliards de francs CFA n'a pas été le seul handicap pour le début d'année 2022. L'année débutant avec Roch Kaboré comme chef d'État, le président annonçait déjà dans son discours de fin d'année 2021 ses grands chantiers économiques pour l'année qui s'annonçait. 2022 n'aura duré que 24 jours pour les projets économiques du président fraîchement élu. Avec le coup d'État du 24 janvier qui porte le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba à la tête de l'État, la trajectoire économique prend une autre tournure. L'une des premières conséquences est l'ordre donné au ministre et président d'institutions de suspendre l'engagement de nouvelles dépenses en dehors de celles relatives à la gestion courante des affaires. Cette disposition aura comme conséquence la paralysie de certaines activités et initiatives, notamment celles directement tributaires de la dépense publique. Le 14 mars, par circulaire signée du ministre de l'économie, Seglaro Abel Somé, les mesures de restriction sont finalement levées. Profondément entamées par ce arrêt brusque, les choses reprennent timidement avec les opérations de clôture du budget 2021. L'on assiste à une flambée des prix sur le marché des produits de grande consommation. Pour certains produits comme le sucre, la tendance haussière devient insupportable. Le 16 mars, le ministère en charge du commerce, à travers un communiqué, prend les devants et met en garde les commerçants sur certains prix appliqués. Après des rejets et des démentis, le prix du pain connaît également par endroits une augmentation, ouvrant ainsi une lutte entre les fêtières des boulangeries et le gouvernement. On assiste dans un premier temps à la fermeture de certaines boulangeries par la fêtière et la mise sous scellé d'autres boulangeries par les autorités. Une solution est ensuite trouvée après de vives concertations pour maintenir le prix de la baguette de pain à 150 francs CFA et en contrepartie, le gouvernement s'engage à rouvrir les boulangeries sous scellé. Les hydrocarbures n'échappent pas à cette vague d'augmentation. Après une première augmentation de 100 francs en mai 2022, une nouvelle hausse s'applique à hauteur de 35 francs CFA par litre pour le super, 30 francs pour le gasoil et 40 francs par litre pour le DDO. En 2022, on assiste ainsi à une augmentation des prix des produits de première nécessité de 18% comparativement à 2021 selon des données de l'INSD. Dans un tel contexte, les Burkinabés assistent à l'augmentation de la rémunération des membres du gouvernement à hauteur de 145% et celle du Premier ministre de 155%. Un membre du gouvernement touche désormais 2 386 256 francs CFA sans les avantages liés à sa fonction. Au niveau de la Direction générale des impôts, l'on procède au lancement officiel de la généralisation de la facture normalisée au Burkina Faso. Objectif, assainir le climat des affaires, lutter contre le faux, la fraude fiscale, permettre une sécurisation des transactions et enfin lutter contre la concurrence déloyale. Autre élément qui a marqué l'année 2022, c'est la suspension des activités liées au second compact du Millennium Challenge Corporation en raison du coup d'État du 24 janvier. À 7 mois du démarrage du programme prévu initialement pour août 2022, le Burkina perd ainsi un financement de 450 millions de dollars américains, soit plus de 270 milliards de francs CFA. La 30e session ordinaire de l'Assemblée générale des sociétés d'État, consacrée à l'examen des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2021 des entreprises publiques burkinabées, annonce des résultats satisfaisants. Le chiffre d'affaires cumulé des 22 entreprises publiques est passé de 1377 milliards 593 millions de francs CFA en 2020 à 1642 milliards 970 millions de francs CFA en 2021, soit une hausse de 19,26%. En fin juin, dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État pour consacrer davantage les efforts du gouvernement aux priorités du moment, le Premier ministre Albert Ouedraogo, à travers une circulaire, procède à la suspension des achats de véhicules sur les ressources budgétaires 2022 de l'État et de ses démembrements.
démembrement jusqu'à nouvel ordre, à l'exception des départements ministériels nouvellement créés et de ceux en charge de la défense, de la sécurité et de l'action humanitaire. Le 30 septembre 2022, on assiste de nouveau à un coup d'État qui porte à la tête de l'État le capitaine Ibrahim Traoré, dressant ainsi une nouvelle trajectoire avec la formation d'un nouveau gouvernement. Une fois le gouvernement et l'Assemblée législative de transition formés, avec Maître Joachim Son Kielem de Tambela comme Premier ministre et Ousmane Bougma à l'ALT, les premières orientations sont données. Les priorités du moment tournent autour de la sécurisation du territoire, l'amélioration de la qualité de vie des Burkinabés ainsi que l'amélioration du système de la gouvernance. Et pour leur mise en œuvre, l'Assemblée législative de transition a adopté à l'unanimité la loi de finances exercice 2023. C'est un budget qui s'élève à 2631,3 milliards de francs CFA en recettes et 3235,9 milliards de francs CFA en dépenses. La restauration de l'intégrité du territoire se révèle être la principale priorité de ce budget. À cela s'ajoute la proposition du gouvernement du prélèvement de 1% sur le salaire net des travailleurs du public et du privé en guise de soutien à l'effort de guerre. Une proposition qui déjà passe mal avec le refus de l'unité d'action syndicale UAS. Elle estime que les travailleurs contribuent déjà à l'effort de guerre avec le paiement de l'IUTS. 2023 sonnera-t-il comme l'année de résilience tant attendue? Nul ne le sait, mais pour l'heure, les yeux sont rivés vers l'économie nationale qui reste toujours tributaire de ce qui sera fait contre l'hydre terroriste. Serge Kaboré, qui nous permettait donc de révisiter 2022 sous le prisme de notre économie. Et on sait bien, quand on parle de coup d'État, et notamment 2 coups d'État en 8 mois, il y a forcément ce secteur-là qui est impacté. Je suis pour donc analyser tout cela sur ce plateau avec Mathurin Koné du CIFWEB. Il est membre d'honneur du CIFWEB. C'est le CIFWEB. Et il est spécialiste des finances publiques et il est aussi économiste, donc Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. C'est la définition du CIFWEB. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur. Nous sommes aussi avec le professeur Mamadou Diarra. Je rappelle que vous êtes le président du CIERIA, entendez Centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique. Merci d'être avec nous. Bonsoir aussi. On a suivi donc tout à l'heure ce reportage-là qui retrace un peu 2022. C'est vraiment difficile, hein, c'est le moins qu'on puisse dire pour le Burkina Faso concernant cette économie. On ne pouvait pas, en tout cas, en dire plus, puisque là où il n'y a pas la sécurité, c'est difficile d'avoir aussi la prospérité ou difficile de faire des affaires. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de façon générale? Parce qu'au départ, il nous dit, il y a le PNDS2. Dans tous les cas, on a un président qui est élu, qui se projette sur l'année d'après, et il y a un coup d'État. Ceux qui arrivent donnent les raisons qui sont autres que les relances économiques. Hein. C'est la réalité d'abord de l'amélioration de la situation sécuritaire. Mais ils doivent gérer aussi une économie qui se doit d'être résiliente. Et on a passé toute l'année sans avoir, en ayant des rectificatifs apportés, mais c'était comme ça. Mais on a évolué avec le budget de Roch Kaboré. Est-ce que ce n'est pas déjà impactant? Pour quelqu'un qui a pensé sa chose, vous venez, vous ne changez pas grand-chose. Pour les profanes qui nous écoutent, est-ce que ce n'est pas impactant? Je vais commencer par le professeur Mamadou Diarra. Merci. C'est vrai que, comme on l'a vu à travers le reportage, l'instabilité politique, c'est traduit par le coup d'État, impacte effectivement l'allure normale des choses, des actions en matière de développement. Il est ressorti effectivement que la planification pour le développement qui s'inscrit en tout cas dans un état démocratique pour un horizon temporel donné dans notre pays, c'est 5 ans. 5 ans, c'est ça. Et donc le coup d'État vient interrompre donc le processus et il est clairement dit qu'on était donc au bout donc de la formalisation du processus donc de planification pour le développement pour 2022 à 2025, puisque le plan national de développement économique et social
social était déjà formalisé et il restait donc à finaliser en mobilisant donc tous les partenaires au développement autour donc de ce projet-là, de ce plan-là, pour assurer donc le financement. Naturellement, le coup d'État vient mettre fin donc à ce processus, mais il est ressorti qu'il y avait donc des priorités, comme on le dit. Mais la question fondamentale qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a plus prioritaire que d'assurer donc le développement, c'est-à-dire le bien-être donc des citoyens d'un pays. Même si la question de la sécurité est prioritaire, il ne faut pas oublier que cette question de sécurité, en arrière-plan, il y a des causes fondamentalement économiques. D'accord. Je reviens sur la même question. On est dans une situation nouvelle. Maintenant, on continue de fonctionner toute une année quand même avec ce qu'a prévu en termes de dépenses et derrière un budget, c'est une vision. Mais on conduit avec la vision de celui qu'on a débarqué. Est-ce que ça n'impacte pas? Oui, c'est comme l'a dit le professeur Diarra, ça impacte nécessairement, vu vraiment tout le chamboulement qu'il y a eu avec les 2 coups d'État que nous avons connus. Nécessairement, il y a des impacts, il y a des effets inestimés et qu'on ne peut pas calculer. Mais fondamentalement aussi, ce qu'il faut dire, lorsque on regarde un peu aussi par rapport à l'émission, enfin par rapport à l'élément qui est passé, il faut rappeler quand même que le PNDS c'est 19 000 milliards, 19 030 milliards. Bon, alors c'est vrai que faire des conférences pour lever des fonds, ce n'est pas la panacée, on est d'accord, c'est pas ça qui fait que le gouvernement peut toujours négocier sur d'autres formes. Mais comme on le disait tantôt, le véritable problème qui se pose, et là où il y a l'impact, c'est que nous ne sommes plus dans une situation, je dirais, normale. Et donc, les partenariats également peuvent s'en ressentir. Et les partenaires ne peuvent plus se mettre autour d'une même table pour pouvoir permettre de financer d'une même voie et de commun accord, voilà, les actions de développement liées justement à ces PNDS. Mais peut-être il faut nuancer un peu quand même, parce que fondamentalement, c'est le PNDS qui est toujours mis en œuvre d'une manière ou d'une autre. Parce que lorsque vous prenez le plan d'action triennal au niveau, ce qu'on appelle le pacte, au niveau de la transition, le plan d'action de la transition, en réalité, c'est des actions qui étaient prévues dans le cadre du PNDS, peut-être remodelées, voilà, teintées de la situation nationale, surtout sur la sécurité. Et je rappelle encore que même là, parce que même le PNDS tenait compte fondamentalement de la situation sécuritaire. Et c'était bien noté comme un élément important du PNDS 2. Voilà. Donc c'est peut-être juste une coloration des autorités du moment qui permet donc... mais en réalité, nous sommes toujours en train de mettre en œuvre ce plan. Mais les effets et les impacts sont vraiment liés au fait qu'on n'a plus cette possibilité, parce que l'instabilité crée la non-possibilité des acteurs de dialoguer entre eux, des partenariats de se nouer et de parler du même langage pour aller vers l'avant et mettre en œuvre le financement lié aux actions de développement. Voilà véritablement le problème. D'accord. Dans l'élément que nous suivions tout à l'heure, il a cité, on va dire comme ça, certains partenaires que nous avons qui nous aidaient sur certaines questions spécifiques. Lorsqu'on prend par exemple le cas du MCC, qui est août 2022, quand même c'est 450 millions de dollars US. Bon, je ne vais pas dire qu'on perd, parce que ce n'est pas posé pour vous, mais ça veut dire que vous devriez chercher ailleurs si vous devez vous engager sur ces mêmes questions-là. Alors qu'il y a la question prégnante sécuritaire qui est là, il y a d'autres questions, donc ça plombe véritablement. Oui. En fait, quand M. Koné dit que les actions définies dans le cadre donc, des instruments de planification qui étaient déjà finis, ces actions continuent. Le problème, ce n'est pas de définir l'action seulement, mais il faut financer. C'est ça. Or, la crise politique vient mettre fin au processus de mobilisation des partenaires autour donc, de la politique de financement de nos actions de développement. C'est ça l'enjeu en fait, parce que nous sommes dans un cadre multilatéral, international, qui estime que
la démocratie et l'état de droit sont deux fondamentaux majeurs pour décrire et encadrer donc, le développement international. Voilà le cadre légal. Donc si vous mettez fin à ce cadre légal-là, il y a un certain nombre de partenaires, surtout les multilatéraux, qui vous regardent. Et ils essaient de voir effectivement comment vous allez faire pour pouvoir gérer donc ces questions de financement qui sont crucialement posées. Et c'est dans le même ordre d'idée que les États-Unis ont mis fin, ou bien en tout cas ont suspendu le MCC, le compact que nous avions, comme vous le dites, qui fait 450 millions de dollars, soit environ 270 milliards de francs CFA. Ce n'est pas rien pour le Burkina Faso. Et n'oubliez pas que ces milliards-là devaient rentrer dans un secteur hautement stratégique pour le développement de notre pays. La question donc de l'énergie, l'accès à l'énergie qui est un facteur important de production, mais en même temps un facteur d'amélioration du bien-être des populations. Donc, 270 milliards, ce n'est pas évident de pouvoir les remplacer par les ressources nationales. Donc l'enjeu ici, ce n'est pas tant de garder le cap en matière d'action, de développement, mais comment vous mobilisez les partenaires si vous avez rompu avec le cadre juridique international. C'est ça l'enjeu. D'accord. Je rappelle que vous êtes Mathieu Koné, spécialiste des finances publiques. C'est vrai qu'on fait un coup d'État, on est arrivé, on est au palais, mais il faut gérer les choses. Il y a la question sécuritaire, mais il y a une résilience qu'il faut avoir dans le secteur de l'économie, parce qu'une guerre, ça se finance aussi. Et vous avez des partenaires qui vous quittent. Est-ce que nous avons pu résorber l'impact de cela et comment? Non. Oui, non, c'est juste, il faut bien financer les actions et ça c'est primordial. Et le MCA, peut-être en plus de ce que vous venez de dire et que le professeur a bien relevé, c'est qu'il y a encore même un volet du compact dont nous n'étions pas, peut-être que la plupart des populations ne savent pas. C'est-à-dire c'est le volet aussi régional qui fait à peu près le même montant, de 450 à 500 millions de dollars. Donc les deux enveloppes réunies, nous sommes autour de 1 milliard de dollars. Donc à peu près 500-600 milliards de francs CFA. Alors donc c'est vraiment important. Et effectivement, compte tenu de la situation d'instabilité, c'est plus ou moins suspendu. Et bon, je suis totalement d'accord avec ce qui est dit, mais il faut quand même dire que le PNDS et les actions de développement étaient financées à hauteur de 64% au niveau national. Voilà, et 36% environ, voilà, globalement, au niveau des partenaires. Alors donc, on pourrait dire effectivement qu'on pourrait perdre éventuellement les 36% au niveau des partenaires, dont par exemple le MCA. Voilà, effectivement, ça a un impact très très important sur le développement, surtout le secteur de l'énergie. Peut-être j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, parce que c'était vraiment un programme qui était voué à changer significativement, voilà, et les lignes en matière, à faire bouger les lignes significativement en matière d'énergie. Et imaginez-vous si l'énergie aujourd'hui au Burkina Faso, on arrivait à diminuer le coût de l'énergie. Imaginez ce que ça peut faire. Voilà, comme développement économique, comme voilà, avec tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc je partage entièrement cet avis, mais il faut dire que les 64% au niveau national sont plus ou moins, c'est un financement qui est en train d'être recherché. Souvent, les gens font la confusion lorsqu'on dit que le PNDS a financé à 64% pas des ressources internes, c'est pas des ressources déposées. Voilà, c'est au jour le jour. Et une fois de plus, la question sécuritaire peut empêcher justement, même si c'est au niveau national, de pouvoir collecter et de quérir ces impôts et ces taxes pour pouvoir, même au niveau national. Parce que si on n'arrive pas à faire face à cette situation de crise, il faut aller chercher les ressources. Et si c'est des zones qui sont occupées par des terroristes et tout, c'est pas évident. Voilà, donc ça peut même impacter même à ce niveau-là. Donc ça ne suffit pas de dire qu'il y a 64% au niveau national et que c'est suffisant. Non, il faut bien cueillir ces informations, ces ressources pour pouvoir mettre en œuvre les actions nécessaires. Voilà. Ce que les Burkinabés, eux, ont pu remarquer de façon très précise, c'est que les prix ont grimpé. Je parle des prix de façon générale et concernant les produits qui sont sur phare, donc demandés par la plupart des consommateurs. Comment on peut l'expliquer?
Avant de répondre à votre question, je me permets de faire remarquer que 64% ressources internes, c'est vrai, mais prenez vos finances publiques. 100% donc des recettes seront dans le fonctionnement. Donc, comment vous financez les investissements avec vos 64%? Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Parce que le plan a dit 64%, on est d'accord, on court dedans, mais qu'est-ce qui rentre dans les 64% là, ça rentre où? C'est dans le fonctionnement courant. Donc, ça fait l'objet d'injonctions nous concernant. On a dit il faut revoir cette part-là. Et puis, bon, on avait vraiment des efforts à faire. Je pense que même au niveau de COSAM, on a vu ces injonctions venir lors de visites. Oui, allez-y. Donc, concernant la question de l'inflation, il s'agit donc d'un phénomène qu'on a observé depuis 2021. En tout cas, le phénomène a commencé fin 2021. Et en 2022, presque tous les pays du monde ont enregistré donc ce phénomène de déséquilibre que nous l'appelons déséquilibre. Les causes, elles sont multiples, mais la principale cause résulte donc du choc sanitaire, parce que c'est là-bas se trouvent donc les origines. Et bien sûr, quand naturellement, on passe donc à des mesures donc, de confinement, le tissu productif donc, est aux arrêts, alors que la consommation donc, doit se poursuivre, naturellement, il y a des tensions sur les prix. Donc, d'un point de vue donc, à l'interne même de chaque pays, cela devrait générer donc, ce problème. Mais il faut savoir aussi que le choc sanitaire a généré donc, de l'inflation à travers les coûts de transport. Donc, il faut savoir que courant 2021, jusqu'au premier trimestre 2022, le coût du conteneur a été multiplié par 15 sur certains corridors. Donc systématiquement, vous allez vous rendre compte que les prix des denrées alimentaires, notamment comme le riz, donc ces prix-là vont augmenter de façon considérable. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les facteurs externes. Mais n'oubliez pas qu'au Burkina Faso, nous avons des facteurs qui sont internes. Tout le monde sait que la campagne écoulée, je veux dire 2020-2021, n'a pas été vraiment comme ça parce qu'il y a eu d'arrêt précoce donc des pluies et avec l'insécurité, il y a des déplacements donc, de producteurs. Tout ça, ça a joué fortement donc, sur l'offre. Donc l'offre s'est réduite et que la demande a poursuivi son envolée. Donc les prix vont monter systématiquement. Donc ça, c'est vraiment... Mais n'oubliez pas que ce n'est pas un phénomène isolé pour le Burkina Faso. Le Burkina Faso, je pense qu'en septembre, août, avait 18,1% de taux d'inflation qui fait de lui le pays le plus inflationniste donc, de la zone. Mais n'oubliez pas que par exemple le Nigeria et le Ghana actuellement le taux d'inflation de 50%. Ça veut dire si vous prenez un kilogramme donc, de riz qui fait par exemple, j'ai dit 100 francs, donc je vais dire donc en décembre 2021, donc aujourd'hui en décembre 2022, ce même kilogramme va coûter 150 francs. Donc les prix ont augmenté donc la moitié. Donc c'est un phénomène mondial et qu'il faut chercher donc à juguler et c'est le principal donc, objectif donc, des politiques économiques aujourd'hui. Justement, une chose est que quelque chose survienne, mais c'est la façon dont vous gérez cela, le problème par après. Est-ce qu'on a pu... Il y a des chocs exogènes et endogènes, comme l'expliquait tout à l'heure professeur, mais est-ce qu'en face, on a eu des politiques qui ont permis d'en résorber l'impact sur les populations? Parce que tout le monde a compris que, bon, ça n'allait pas. C'est comme si à un moment donné, certains disaient, bon, est-ce qu'il y a quand même un effort que l'État fait? Quand vous prenez le cas du carburant, vous avez vu que ce soit le monde des syndicats ou même certaines associations, ils ont dit, attention, on ne peut pas faire grimper ça comme ça, parce que normalement, vous deviez pouvoir jouer sur certains leviers. Est-ce qu'on y est allé? Bon, oui, fondamentalement, est-ce qu'on y est allé? Bon, c'est pas évident. Je me rappelle encore que avec la situation, lorsque le Premier ministre actuel il prenait fonction, j'aurais appris qu'il aurait, parce que j'ai pas suivi cet élément, j'aurais appris qu'il proposait de voir dans quelle mesure faire baisser le prix. Voilà, du carburant. Et vous voyez que depuis un certain temps, quand même, il est là, mais ce n'est pas aussi évident. Parce qu'en fait, le professeur l'a dit, nous ne subissons pas une inflation liée seulement à nous.
il y a ce qu'on appelle l'inflation importée. Et c'est tous les éléments qu'il a cités. Donc c'est vraiment les crises internationales, avec le taux de croissance internationale qui a plus ou moins baissé au niveau mondial de 3,2% en 2022 contre un taux de 6% en 2021 par exemple. C'est les persistances de la Covid-19, c'est également la guerre russo-ukrainienne. Alors donc les mesures au niveau national, je dirais qu'elles sont presque inexistantes dans ce cas, puisque ça c'est de l'inflation importée. Voilà. Et lorsque vous regardez les causes au niveau national, les causes de l'inflation, c'est quoi? C'est le problème de la sécurité. Bon, quelles sont les solutions? Nous sommes en train de mettre beaucoup de ressources. Voilà, si vous remarquez, on reviendra certainement là-dessus plus tard, mais la loi de finances aujourd'hui met la priorité et l'accent sur les questions sécuritaires. Donc ça, c'est déjà des mesures, je pourrais dire. Voilà. Mais en dehors peut-être de ces mesures, il peut y avoir d'autres. Je n'ai pas été exhaustif, mais c'est pour dire que pour l'inflation importée, il est très difficile pour le Burkina Faso tout seul parce que c'est un phénomène mondial, comme l'a si bien dit le professeur. Et ça va être difficile pour nous tout seul. Voilà. Oui, mais professeur, est-ce que nous n'avons pas aussi des modèles de consommation qui nous rendent plus vulnérables? C'est-à-dire plus extravertis sur certains produits? Ou est-ce qu'il n'y a pas cette réalité-là aussi? Naturellement. Vous voyez, les solutions doivent être graduelles. Quand vous suivez, je pense au tournant du mois de mars, le gouvernement a dû adopter un plan d'urgence de soutien aux personnes vulnérables. L'idée c'était donc de venir en appui systématiquement à ceux qui sont affectés par cette crise alimentaire en distribuant les vivres ou en les vendant à des prix subventionnés. Mais cette solution, c'est une solution de court terme. Donc il faut envisager d'autres solutions. Et la solution qui consiste par exemple à agir sur le prix du carburant. Parce que n'oublie pas que le carburant, c'est un facteur de production. Et donc, quand le prix augmente, il y a des effets d'entraînement sur tous les secteurs. Alors, si vous avez des finances publiques dégradées, si vous n'avez pas donc de partenaires qui viennent en appui, et vos 100 francs que vous avez, vous devrez faire autre chose avec, et vous ne pouvez pas prendre ces 100 francs pour continuer la subvention du carburant, vous êtes obligé de laisser filer le prix à la pompe. Donc c'est ça qui est arrivé en réalité. Parce que le gouvernement ne pouvait pas pertinemment continuer donc la subvention de ce carburant-là au regard de l'état des finances publiques. Donc aujourd'hui c'est ça l'enjeu, même actuellement, quand vous regardez, mais comment on fait pour bien concilier le social, parce que gérer donc le prix des denrées alimentaires de première nécessité, et essayer donc de voir est-ce qu'on va réduire donc le prix du carburant pour la consommation, et ainsi de suite, ça c'est des mesures sociales. Maintenant, comment vous conciliez ça avec les priorités, comme il a dit, de sécurité? Notre modèle de développement, de consommation, c'est ça aussi l'enjeu. Si on ne peut rien faire au niveau du carburant, mais au moins on doit pouvoir doper la production locale pour se défaire d'un certain nombre de produits importés. Mais là, c'est des mesures donc de moyen et long terme. Et c'est pourquoi nous étions en train de parler du PNDS. Parce que vous ne pouvez pas vous défaire de l'importation du riz en l'espace d'un mois. Il va falloir planifier. Et depuis 1960, on n'a pas réussi à faire cette planification-là qui nous permet donc de s'autosuffire et d'avoir une sécurité alimentaire interne. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'économistes, nous disons que les actions ponctuelles, les coups d'État, les actions de transition donc de 2 ans, ça bloque. En tout cas, ça annule l'effort de développement donc de long terme qui doit s'inscrire dans une perspective de moyen et long terme, 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. D'accord, on va tenter aussi de se projeter. Oui, allez, vous voulez ajouter un peu. Voilà. Vraiment, ce que le professeur dit est très intéressant. Mais c'est ça, en fait, il faut graduer. Il peut y avoir des mesures très sporadiques, conjoncturelles. Il peut y avoir des mesures peut-être de moyen terme, mais il y a aussi des mesures de long terme. Et justement, c'est dans ça qu'on veut s'intégrer. Et depuis le temps de Thomas Sankara, c'était ça. Produisons ce que nous consommons. Ce slogan, il est très important. Ça, c'est un programme national universel, je dirais. Et c'est exactement ça. Parce que si on n'arrive pas à inverser les tendances et que nous devons toujours importer, même pour nous nourrir,
par exemple, la question du riz dont le professeur parle, mais c'est très important. Il faut qu'on arrive à produire nous-mêmes ce que nous voulons consommer, à défaut peut-être d'exporter, qu'on produise au moins ce que nous devons consommer. Et si on doit importer, qu'on importe le minimum possible, par exemple. Mais ça, c'est des solutions vraiment structurelles et qui ne peuvent venir au bout de 1 an, 2 ans. C'est des richesses, c'est l'économie qui doit être basée sur ça. Tout comme la transformation. Il n'y a aucune unité de transformation aujourd'hui dans nos pays. Pratiquement, tout a été bradé à la limite. Mais vous ne pouvez pas, parce qu'en économie, c'est quoi? Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Vous ne faites de la valeur ajoutée réellement que quand vous transformez. S'il n'y a pas de la transformation, quelle est votre valeur ajoutée? C'est la production du champ et directement dehors. Même les mines, on voit. On quitte la mine et directement c'est en dehors. Donc, à part peut-être quelques petites, quelques petites unités qui sont passées par là. C'est également, par exemple, ça fait un peu sourire, mais on en a parlé tout à l'heure. C'est le MCA qu'on n'a pas pu mettre en œuvre pour le moment. Mais voilà, par exemple, des solutions qui auraient pu aider à faire baisser le coût de l'énergie en matière de production. Et dès que le coût de l'énergie baisse, ça entraîne quoi? Ça entraîne beaucoup de choses. Ça entraîne qu'on peut mieux produire, ça entraîne qu'on peut produire à moindre coût, ça entraîne une productivité, une amélioration de la productivité des usines, des industries, etc. Voilà. Donc voilà quelques solutions, mais vraiment structurelles et qui peuvent prendre un temps beaucoup plus long que les solutions conjoncturelles que nous sommes en train de... C'est vrai aussi que quelquefois on initie des choses, on ne termine pas. Même, on a vu même avec le contre-coup de la crise russo-ukrainienne, nous on avait commencé il y a plus de 10 ans ici la question du blé. Ceux qui étaient pilotes, ça avait bien réussi, mais où s'est passé tout ça? Si ça avait servi, peut-être qu'aujourd'hui on ne parlerait pas de ces choses-là. Mais je veux qu'on se projette aussi. On va parler de l'adoption de la loi de finances exercice 2023. La loi de finances, quand on regarde le budget 2023, ça nous permet de nous projeter. Au moins, on va dire que maintenant, on essaie de calibrer les choses, non selon celui qu'on a tombé, mais peut-être selon une autre vision. Quand vous regardez, on avait dit qu'on aurait un budget de guerre. Je dis le budget de guerre, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on fait la guerre et on dépense dans la guerre sans mettre cette économie-là à genoux, en lui donnant un minimum quand même d'oxygène pour pouvoir continuer? Est-ce que dans ce budget, on sent cette difficile conjugaison-là qui a réussi? Je dirais qu'à travers un seul budget, le budget d'un seul exercice budgétaire, on ne peut pas briser l'orientation. C'est-à-dire on va comprendre que voilà, ils ont le budget, la loi de finances adoptée va accorder une priorité par exemple à la sécurité, parce qu'il faut faire la guerre, comme on le dit. Mais est-ce que les actions doivent se limiter à faire la guerre seulement? Il y a la priorité, c'est vrai, c'est faire la guerre, mais il faut encore agir en amont pour atténuer donc les effets, des causes qui sont donc derrière donc l'insécurité. Il ne faut pas oublier que avant que nous tombions dans une situation d'insécurité, je veux dire liée au terrorisme, il y avait l'insécurité rampante au Burkina Faso. Dans les zones comme à l'est, et que tout le monde voit ce qui se passait. Donc ce qui veut dire que au-delà de la question des guerres, il y a des causes en amont qu'il faut solutionner. Et ces causes-là, c'est le manque souvent même d'aménagement donc du territoire par l'élite politique. Le manque de vision. Le développement, ce n'est pas se cantonner en un seul point donc du pays et puis agir. Il faut agir pour toute la communauté. Et comme on le dit, la création de richesses là doit se faire dans les points où on peut la créer facilement. Donc de ce fait, une loi de finances qui met l'accent sur les questions donc, de défense et de sécurité, c'est bien, mais ce serait encore mieux de concilier cela avec des activités de développement structurel en amont. Parce que si vous ne faites pas cela, vous allez chasser donc des gens parce qu'ils ont faim, et à cause du fait qu'ils ont faim là, ils vont effectivement se réenrouer encore, et voilà le problème. Donc on est en train de tourner en rond. Il va falloir mener, comme nous l'avons dit tout à l'heure, des actions structurelles qui consistent
consiste. Moi, j'ai toujours dit, si je gagne 300 000 francs par mois, je ne vois pas pourquoi je vais m'engager contre mes propres concitoyens. Ce n'est pas possible. Donc, il faut savoir que souvent, la pauvreté, le dénuement total peut être à l'origine donc, de cette situation d'insécurité que nous vivons. Et si on n'a pas une vision holistique de la chose, on risque de s'asseoir sécurité, tout militaire, et voilà, les vraies causes ne seront pas résolues et on va rester dans cette affaire durant un quart de siècle, ce qu'on ne souhaite pas du reste. Toujours sur la même question, quand on regarde ce budget-là, je sais que le CIFOB avait fait déjà un travail très intéressant, une analyse là-dessus, sur ce qu'on dépense dans les questions de défense et de sécurité, et puis les résultats qui ne viennent pas. Mais là, on dit on va encore mettre encore plus d'argent. Oui, c'est ça, c'est toute la question. Parce que c'est le nœud gordien du problème, parce que l'insécurité est là. C'est vrai, sans sécurité, on ne peut pas mener des actions de développement. On est tous d'accord, fondamentalement. Mais il faut s'assurer aussi que, voilà, on ne fait pas aussi la guerre le ventre creux. Voilà, il faut aussi des infrastructures, il faut le nécessaire, voilà. Et la sécurité alimentaire, elle est autant importante que la question de la sécurité des personnes, des biens et tout. Vous comprenez? Et c'est un peu tous ces éléments, qui, mis ensemble, normalement, voilà, devraient être conjugués pour vaincre cette hydre qui aujourd'hui nous attaque en réalité. Donc on ne peut pas occulter quand même les autres aspects, même si vraiment c'est difficile, mais il faut tenir compte du fait qu'il n'y a pas que la solution militaire, et les militaires eux-mêmes l'ont dit. C'est chacun de nous à son niveau, et c'est sur le plan économique également que nous gagnerons aussi cette bataille nécessairement. Dernière question pour chacun d'entre vous. Au stade où on en est, ce n'est pas de la magie qu'on demande, c'est d'abord une certaine résilience. Pour 2023, vous pensez qu'on peut l'obtenir et comment? Sur le plan économique, cette résilience, est-ce qu'on peut l'obtenir et comment? Oui, sur le plan économique, je pense que 2023, quand on regarde les perspectives, on estime qu'on ne va pas tomber dans le trou, dans le gouffre, comme on le dit. C'est-à-dire qu'il y a encore une capacité donc, de se remettre donc, sur celle. La résilience est là. Encore faut-il qu'on puisse donc réunir toutes les conditions, ne serait-ce qu'élémentaires, pour pouvoir assurer donc, la résilience. Et les conditions élémentaires, déjà, c'est la stabilité. Donc ça, c'est une faute. Je veux dire, la gouvernance, elle est l'élément fondamental. La qualité des institutions, leur capacité donc à survivre donc à des chocs comme ça, ce sont des éléments majeurs pour pouvoir garder le cap et puis avoir un taux de croissance de l'ordre de 5%, pourquoi pas 6% en 2023. Mais je voulais faire un commentaire au niveau donc du budget. On voit quand même qu'ils ont fait un effort en améliorant un peu. Quand vous regardez par exemple le solde budgétaire, il est prévu à 4%, ce qui n'est pas très loin de 3%. Mais quand on regarde, ce que moi j'ai toujours dénoncé, c'est qu'il y a toujours les dépenses courantes qui croissent plus vite que nos recettes. Donc quand on regarde quand même, on se rend compte que les recettes vont croître plus vite que les dépenses pour 2023, en tout cas selon les prévisions, ce qui donne déjà donc de bons signaux en matière de gestion donc des finances publiques. N'oubliez pas que le seul critère, ou en tout cas l'un des critères majeurs pour apprécier la bonne gouvernance dans un pays, c'est la gouvernance des finances publiques. C'est l'élément important. Merci. Et donc on a des efforts en tout cas. Il y a des efforts à faire. Et donc pour 2023, voilà, donc pour 2023, vraiment, je pense que l'effort de chacun doit compter beaucoup dans tout ce que nous allons faire. Et c'est vrai, on a déjà fait beaucoup d'efforts. Bon, par exemple, j'ai vu que sur la question, par exemple, des 1% de prélèvement, déjà, les uns et les autres font, il y a des gorges chaudes. Ça se comprend, mais c'est-à-dire, au-delà des efforts fournis par chacun, on est dans une situation d'urgence et de résilience à avoir. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas faire cet effort supplémentaire toujours? Voilà, pour éviter que la base même ne s'écroule et qu'elle n'existe plus. Parce que si je refuse de donner 1% aujourd'hui, si je n'ai même plus une base,
Sur quelle base alors je pourrais m'engager? Voilà. C'est ça, voilà. On le comprend en tout cas. Je ne dis pas que les revendications des uns et des autres ou les remarques, les propositions faites par les uns et les autres ne sont pas justes. Hein. C'est très juste. Mais mettons bas la terre et regardons l'avenir du pays ensemble. Est-ce qu'on ne devrait pas toujours fournir cet effort? Le professeur a parlé de dépenses de fonctionnement qui sont en train de grimper. Moi, je vous donne le chiffre. On est autour de 54% de dépenses de salaire sur les recettes fiscales. Il y a une norme. Voilà, il y a une norme de 35%. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Bas la terre, ça veut dire que tout ce que l'État prélève comme recettes fiscales, parce qu'il y a d'autres types de recettes, est partagé à 54% entre des fonctionnaires. Vous voyez, je n'ai rien contre eux. Moi, je souhaite que tout le monde ait un revenu le plus élevé. Mais si on ne fait pas des investissements, vous pensez que lorsqu'on aura fini de combattre la guerre, espérons que ça ne dure pas longtemps, lorsqu'on aura fini de combattre les terroristes, qu'est-ce qu'on laisse comme Burkina Faso de demain à nos enfants? Il n'y aurait aucun investissement. Ils vont se baser sur quoi pour progresser? Parce qu'il n'y a pas eu d'investissement. On a érodé. Voilà. Mais peut-être que c'est parce que on est dans des transitions. Sur le plan du Front social, il s'est beaucoup apaisé. Mais vous savez que les salaires augmentent lorsque le Front social, lui, il est en ébullition et tout. Et quelquefois, quand un président vient, ce qu'il essaie de faire, c'est être un peu large pour éviter la contestation. Donc c'est un jeu qui nous rattrape après. Ça, c'est un problème majeur pour nos pays. C'est-à-dire qu'il y a comme une collision malsaine entre l'élite politique et puis les agents de la fonction publique. Chacun tirant donc de son côté, chacun ne voulant pas avoir donc de problème, surtout l'élite politique. Et ça fait qu'il y a des envolées importantes en matière donc de charges courantes au détriment des investissements. Comme il le disait, sans investissement, la paix sociale n'y sera pas. Ça au moins c'est sûr. Parce que c'est l'investissement qui permet de créer de la richesse. Et c'est quand la richesse est abondante qu'on partage. Si vous n'avez pas investi, vous créez des emplois, les gens ont des salaires élevés, ils n'ont pas le temps donc d'aller chercher des calaches. On l'aura donc compris. En tout cas, merci beaucoup, merci d'être passé sur ce plateau sur cette partie-là, 2022, regardez dans le prisme économie. Merci à vous, Mathurin Koné. Je rappelle que vous êtes spécialiste des finances publiques. Vous êtes membre d'honneur au CIFWeb et on vous dit encore merci d'être passé. Merci aussi à vous, Mamadou Diarra, professeur. Vous êtes le président du CERIA, Centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique. Merci. On va nous passer à la dernière rubrique, la dernière partie de ce rétro 2022 et c'est en culture. Et dans la partie culture, on n'aura pas droit cette fois-ci à un échange, mais plutôt à un reportage qui va nous retracer cette année, qui a été fortement impacté évidemment par la situation sécuritaire du pays. On le retrace ici. Confronté à une double crise sécuritaire et humanitaire, le Burkina Faso a enregistré en 2022 un double coup d'État qui n'est que l'une des conséquences de cette situation sécuritaire préoccupante. 2022 aura été donc une année éprouvante pour le Burkina Faso, tant sur le plan sécuritaire, humanitaire et politique. Les acteurs du secteur culturel ne diront pas le contraire. Le secteur a aussi été durement éprouvé au cours de cette année, en témoignent les nombreuses annulations et reports d'événements culturels. Parmi ces événements, la Semaine nationale de la culture SNC, dont la 20e édition devait se tenir du 26 novembre au 3 décembre 2022 à Bobo-Dioulasso. Dans un communiqué en date du 24 novembre, le gouvernement burkinabé annonçait le report de cette 20e édition. Les autorités ont évoqué à cet effet des défis organisationnels qui ne rendraient pas possible une organisation réussie de l'événement. Force est de constater également que la prestigieuse cérémonie de récompense des artistes et professionnels de la musique, que sont les Koundé d'Or, ont été reportées à une date ultérieure. La nuit des Koundé d'Or était prévue pour le 25 novembre dernier, une 21e édition qui s'est vue reportée à cause de la situation socio-politique qui prévalait dans le pays juste après le coup d'État qui a renversé l'ex-président Damiba.
Comme s'il fallait s'y attendre, la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao, qui était prévue du 28 octobre au 6 novembre 2022, a aussi été reportée à une date ultérieure, avant d'être reprogrammée du 27 janvier au 5 février 2023. L'année 2023 débute donc sur une note positive pour les acteurs du monde de la culture. Notons que malgré le report de ces différentes activités majeures, en 2022, les acteurs culturels ont fait preuve de résilience à travers l'organisation réussie de certaines activités culturelles, comme les rencontres musicales africaines RIMA, promues par Alif Naba, qui a eu lieu du 1er au 3 décembre 2022. La 7e édition des Sotigi Awards qui a connu son apothéose le 12 novembre 2022, sans oublier le festival Afrobeat qui a tenu sa 10e édition du 16 au 20 mars 2022. Les récréatrales d'Étienne Minungou ont pu aussi relever le pari d'avoir été tenues du 29 octobre au 5 novembre pour la 12e édition. 2022 aura connu également l'organisation de plusieurs concerts d'artistes burkinabés. Il s'agit entre autres du concert intitulé V-Dream de l'artiste Mistania au stade municipal qui a réussi le pari de faire un stade plein. De celui de la chantre évangélique Elani Kima au Palais des Sports qui marquait ses 30 ans de carrière. Sans oublier la célébration des 30 ans de carrière de la diva de la musique burkinabé Amity Miria le 3 février 2022. Et les 25 ans de carrière de l'artiste Ali Vérité le 2 décembre dernier au Sénasa. Retracé 2022 donc en culture, et c'est Fatimata Nikema qui nous permettait ce regard rétrospectif, tout comme cette émission qui avait cette vocation du regard rétrospectif mais aussi récapitulatif sur 2022 à travers analyse comme vous l'avez vu et reportage et des invités que nous remercions encore. C'est fini pour ce rétro 2022 que j'ai pris plaisir à présenter, et ce que nous pouvons souhaiter c'est d'avoir donc pour 2023 un Burkina toujours résilient. Merci et bonne suite de programme, toujours sur True TV.